Être ulyssien, c'est un état d'esprit, c'est se reconnaître dans des valeurs, de solidarité, de respect de chacune et de chacun d'entre nous. La ville des Ulysses est notre histoire commune. Notre attachement à cette ville et à ses habitants est sincère. Mais nous ne pouvons pas nier les difficultés que nous rencontrons toutes et tous au quotidien. Et c'est parce que nous voulons changer les choses, que nous porterons demain un projet, ensemble, pour la ville, pour ses habitants, leur présent, leur avenir. Comme nos enfants, nous sommes allés à l'école aux Ulysses. Ce que nous voulons pour les Ulysses, c'est remettre une ATSEM par classe en maternelle. C'est soutenir la création de classes bilingues dans les écoles. C'est créer une structure de prévention sur le terrain pour la jeunesse ulyssienne. Le défi environnemental qui nous attend est colossal. C'est un enjeu global, mais nous voulons y apporter des réponses locales. Ensemble, nous voulons développer une alimentation locale et bio, protéger nos espaces naturels, les parcs, les espaces verts des résidences. Créer une maison de l'environnement au Parc Nord afin de promouvoir l'écologie. Repenser nos modes de transport, vélo, covoiturage et transport en commun. Rien ne pourra plus jamais se faire sans l'ensemble des Ulyssiens. La participation de tous est notre plus grande force. Notre ville a besoin de nous tous. Ensemble, nous voulons créer un conseil municipal participatif ouvert à tous. Nous voulons permettre la tenue de référendums d'initiatives citoyennes locaux. Développer une plateforme numérique pour contribuer aux projets de ville, des budgets participatifs et des projets co-construits. Notre ville est située sur un plateau. Pour nous déplacer, nous dépendons des lignes de bus aux axes souvent chargés. La mobilité pour tous est en premier lieu pour ceux qui ont des difficultés de déplacement, doit être une garantie. Ensemble, nous voulons proposer un nouveau plan de mobilité pour permettre de rejoindre facilement et rapidement les gares et le plateau de Saclay. Développer le covoiturage par des applications, des aménagements de voirie et des arrêts dédiés. La force de notre ville, c'est son dynamisme et son énergie. La vie associative en est le symbole. La main dans la main, avec les services publics locaux et ces associations, nous allons imaginer notre ville. Ensemble, nous voulons définir une réelle politique sportive en concertation avec les acteurs locaux. Créer une nouvelle relation de confiance entre les associations et la municipalité. Faire entrer la culture dans nos lieux inattendus et accessibles à tous. Nos rues, nos appartements, nos commerces. Mettre en place une billetterie solidaire dans nos salles de spectacle, Jacques Prévert, Radazik, Boris Vian. Les Ulyssiens sont au cœur de la ville. Et notre devoir est de permettre à chacun d'y vivre sereinement à tout âge. Ensemble, nous voulons proposer une offre de mutuelle communale de santé, notamment pour nos aînés. Faire du centre de santé un centre médical, polyvalent et accessible. Développer le partenariat avec les entreprises du territoire afin de permettre aux Ulyssiens de prétendre à un emploi à proximité. Intégrer systématiquement la prévention des violences faites aux femmes dans les politiques publiques. Réaliser un diagnostic des nuisances nocturnes dans tous les quartiers de la ville. Osons les Ulysses. 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 Parce que plus rien ne pourra se faire sans les Ulyssiens, sans vous, sans nous, ensemble demain. Osons les Ulysses. Rendez-vous les 15 et 22 mars prochains. Les Ulysses.
La radio des émissions. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Vivre aux Ulysses, la web radio des Ulyssiens, le média qui vous donne la parole, toujours en direct, toujours avec vous pour vous accompagner. Émission numéro 7, nous sommes le dimanche 31 mai, déconfinement, phase 2. Les parcs, les jardins, les plages, les lacs et autres plans d'eau sont à nouveau ouverts. Et en plus, ça tombe bien, il fait un temps magnifique dehors, un temps idéal pour faire du sport. Le sport, c'est justement le thème du jour. Qui dit thème, dit citation du jour. Aujourd'hui, vous n'aurez pas droit à une, mais à deux citations. La première, c'est celle de Pierre de Coubertin. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, et enfin, la difficulté pour la vaincre. Et la deuxième, c'est cadeau, ça vient de Heywood Hale Brown. Le sport ne forge pas le caractère, mais il le révèle. En tout cas, il y a des personnes qui n'ont pas eu besoin de faire beaucoup de sport pour révéler leur sale caractère. On a tous autour de nous des gens comme ça, hein, vous savez. D'ailleurs, j'en ai 3 autour de moi ce soir, et vous savez quoi, le pire, c'est qu'ils vont animer avec moi aujourd'hui. Je parle bien sûr de AGR, Juline et JB, messieurs, dames, bonsoir. Effectivement, tu viens de le dire, Charles, j'ai fort mauvais caractère et nous allons régler ça ensemble après. Bonsoir Charles et bonsoir tout le monde. Moi, j'ai un caractère assez facile, je trouve que tu es un peu... Bon. Bonsoir tout le monde, je ne finirai pas mon commentaire, j'ai peur pour toi. Et pour ma part, je ne suis qu'amour, je vous souhaite une bonne soirée à tous, salut. Oui, bien sûr, JB, je ne t'incluais pas dans cette pique. Et bon, vous avez de la chance de ne pas pouvoir voir ce qui se passe parce que vous verrez le calvaire que je subis chaque fin de semaine. Oui, t'inquiète pas que tout le monde nous connaît aux Ulysses. Oui, bien sûr. On salue bien évidemment le plus droit d'entre nous, c'est Will, notre réalisateur local. Bonsoir Will. David Guetta. Et on voulait commencer d'abord cette émission par un merci, encore un énorme merci, parce que vous étiez plus de 3000 à nous écouter pour l'émission de la semaine dernière. Merci infiniment, ça nous donne beaucoup de force pour continuer et surtout on espère justement poursuivre cette aventure le plus longtemps possible et agrandir la radio avec vous et pour vous. On va tout de suite commencer par le sommaire, Juline. Donc cette semaine encore, nous allons retrouver l'actualité, suivie de la minute culturelle de Colombine. Donc l'interview de la semaine avec Coco Mensa, ancien responsable des équipements sportifs couverts et de proximité au service des sports de la ville des Ulysses, mais également colistier de la liste Osons les Ulysses. Nous avons l'Ulyssien déconfiné, présenté par Agère, la chronique de JB, et pour terminer, la parole aux Ulyssiens. Parole un peu spéciale cette semaine puisque nous recevons 3 champions des Ulysses en direct. 3 champions d'exception, hein. Bilal Mosni, le footballeur reconnu qui a joué dans plusieurs grands clubs français, Oumar Batili et Florian, le directeur technique du club de hockey des Ulysses. Donc, directeur sportif, excusez-moi, je m'embrouille parfois. Donc le sondage du jour, alors aujourd'hui le sondage c'est simple, c'est d'une question, c'est remettre en place la soirée des trophées du sport, y êtes-vous favorable? Pour y répondre, c'est très simple, c'est oui ou c'est non, ça se passe sur le Facebook Live de la radio, résultat du sondage à la fin de l'émission. Pour l'heure, Vivre aux Ulysses, il est tout juste 18h03, place à l'actualité. Et on commence l'actualité, Juline, avec l'automobile, avec une prime exceptionnelle à la reconversion pour l'achat d'un véhicule hybride dès le 1er juin. En déplacement ce mardi, Emmanuel Macron a présenté les grandes lignes de son plan de soutien massif pour le secteur automobile à hauteur de 8 milliards d'euros. Alors ce plan de renforcement massif comprend une prime pour l'électrique. La prime électrique va être renforcée par le biais de mesures exceptionnelles. Ces mesures correspondent pour les particuliers à 7 000 € d'aide à l'achat pour un véhicule électrique. Les entreprises et les collectivités bénéficient quant à elles de 5 000 €. Et une prime qui va toucher 3/4 des Français. Le deuxième grand axe de soutien énoncé par le président de la République est la mise en place d'une prime exceptionnelle à la reconversion pour l'achat d'un véhicule hybride ou électrique. Il s'agit d'une prime de relance qui doit permettre de faciliter l'achat d'un véhicule. Les 3/4 des Français pourront être éligibles à cette aide qui pourra atteindre 5 000 € et sera disponible dès le 1er juin pour 200 000 achats à venir. On va parler des piscines avec la mise en place de protocoles stricts pour les réouvertures des piscines. Une vingtaine de piscines de France vont être désignées pour une ouverture anticipée qui servira de test grandeur nature. L'objectif principal est de trouver le protocole sanitaire le plus efficace face au Covid-19. Pour déterminer le schéma sanitaire à mettre en place, l'Association nationale des élus en charge du sport, coordinateur du dispositif, s'appuiera sur le guide de recommandation des équipements sportifs post-confinement.
Dans les faits, chaque responsable d'établissement devra adapter les recommandations formulées dans le guide aux caractéristiques de son établissement. Même si la réouverture de la piscine des Ulysses ne semble pas être pour tout de suite, à cause des travaux encore à effectuer, je suis sûr que les nageurs ulyssiens seront heureux d'apprendre qu'ils pourront bientôt retrouver les lignes d'eau environnantes. Alors Juline, quelles sont les mesures concrètement qui vont être mises en place ? Alors si la phase de test doit préciser le protocole sanitaire à mettre en place cet été, des consignes globales sont déjà connues. Nous avons le sens de circulation des baigneurs, le nettoyage des cabines et des casiers, l'instauration d'un sens unique pour éviter les croisements, le nombre de casiers accessibles sera limité, une douche sur 2 et un urinoir sur 2 devront être condamnés, les prêts de matériel aux baigneurs seront eux aussi limités à l'apprentissage de la natation, chaque objet, une fois séché, devra être désinfecté à l'aide d'une lingette, les sèche-cheveux et sèche-mains par ailleurs seront interdits, l'accès au hammam et sauna sera aussi prohibé dans un premier temps, et le port du bonnet de bain devrait également devenir obligatoire, tout comme le lavage des mains avant d'entrer dans l'eau. Et c'est assez original, ils ont aussi préconisé l'utilisation de bracelets. Oui, les réservations et ventes de billets en ligne seront privilégiées pour des tranches horaires de 2 heures, incluant le temps passé dans les vestiaires et sous la douche. Les baigneurs seront invités à porter un bracelet de couleur, bleu, jaune ou vert, pour pouvoir les identifier et faire respecter le dispositif mis en place. Les horaires d'ouverture seront fractionnés dans la journée pour permettre l'accueil de publics différenciés et intercalés, de phases de désinfection plus poussées. Toutes ces consignes devront être clarifiées d'ici la mi-juin. On revient en Essonne avec le département qui baisse les tarifs des transports pour les collégiens. À la rentrée prochaine, 13 500 collégiens vont profiter d'une baisse des tarifs de 32 € ou 48 € par an dans les transports scolaires grâce à une hausse des subventions du département votée ce lundi. Le tarif de la carte scolaire, qui permet aux élèves de se rendre de leur domicile à leur établissement scolaire, donc un aller-retour par jour, va passer de 128 € à 80 € pour les élèves non boursiers habitant à plus de 3 km de leur établissement et à 96 € pour les collégiens ayant moins de 3 km à parcourir. Une différence de tarif qui vise à inciter ces derniers à utiliser les liaisons douces. Tarif pour les élèves boursiers de 25 € ne changera pas. Au total, le département de l'Essonne subventionne le transport scolaire à hauteur de plus de 5 millions d'euros pour l'année 2020-2021. Ils ont aussi parlé d'un nouveau pass à 24 € pour les enfants de 4 à 11 ans. Île-de-France Mobilité a décidé de créer et de financer un pass junior pour cette tranche d'âge au tarif de 24 €. Ce pass viendra se substituer à la carte scolaire qui est majoritairement financée par le département. Cela concerne 4000 élèves qui résident à plus de 3 km de leur école. Si vous aimez les produits frais, des fermes cueillettes pour faire ses courses en plein champ en Île-de-France. À moins d'avoir son propre potager, difficile de faire circuit plus court. En Île-de-France, on compte 10 fermes cueillettes. Nous avons Viltin et Galy dans les Yvelines, Cergy dans le Val d'Oise, Torfou en Essonne ou encore Lumini en Seine-et-Marne, qui ont toutes mis en place un protocole spécial Covid-19. Un accès limité à 2 personnes par foyer, un lavage de mains obligatoire afin de pouvoir accueillir le public dans le respect des règles sanitaires. Parmi les fruits et légumes à ramasser en ce moment, on trouve les artichauts, les asperges, les carottes, les courgettes, les radis, les pommes de terre, les fraises ou encore la rhubarbe. Le calendrier des cueillettes est à consulter en ligne, sachant que les productions peuvent varier d'une ferme à l'autre. On va revenir justement avec le déconfinement, avec ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement sur la phase 2, justement du déconfinement, avec de bons résultats déjà à noter sur le plan sanitaire. Les résultats sont bons sur le plan sanitaire, c'est ce qu'a résumé le Premier ministre. Depuis le 11 mai, 4 régions métropolitaines étaient en rouge. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, ainsi que Mayotte. Désormais, plus aucun département n'est en rouge, mais le virus est encore présent sur tout le territoire. Édouard Philippe a précisé que le Val d'Oise et Mayotte faisaient office d'exception dans ce bilan encourageant. Le déconfinement sera donc, dans les 3 semaines qui viennent, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. Mais attention, le gouvernement maintient des gestes barrières stricts. Oui, tout à fait, on retrouve la limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public qui est maintenue. Le principe du recours au télétravail reste privilégié. Le respect des gestes barrières doit être rigoureux. Le port du masque est largement recommandé par les autorités sanitaires. Et les rassemblements de personnes dans les lieux couverts et sans organisation adaptée sont à éviter. On passe à l'ouverture des écoles. Alors pour les écoles et les collèges, ils sont ouverts partout en France. Mais pour les lycées, les ouvertures n'auront lieu qu'en zone verte. Toutes les écoles et collèges de France métropolitaine rouvriront dès le 2 juin. La mairie des Ulysses envisage une réouverture au 8 juin seulement pour les niveaux qui ne peuvent pas encore retrouver leur classe. Toutes les familles qui le souhaitent doivent pouvoir scolariser leurs enfants, au moins sur une partie de la semaine. Pour les collèges, ils rouvriront de la 6e à la 3e, mais en zone orange, ils n'accueilleront prioritairement que les 6e et les 5e, donc ce qui nous concerne. Les lycées vont, eux, pouvoir ouvrir uniquement dans les départements classés en vert.
On reste sur les lycées avec une bonne nouvelle, ou pas pour les différents étudiants bien sûr, pas d'oral de bac de français cette année, mais le contrôle continu va être appliqué. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'il n'y aurait pas cette année d'épreuve orale de bac de français pour les lycéens de première. Cette matière sera donc validée par le contrôle continu comme les autres. Et une autre bonne nouvelle, c'est la fin de la limitation de déplacement de plus de 100 km à partir de ce 2 juin. Cette fois-ci, nous sommes bien sur la fin définitive des attestations de déplacement, puisqu'à partir de mardi, nous n'aurons plus besoin de les justifier. Alors, la France s'est dite favorable à la réouverture des frontières intérieures de l'Europe à partir du 15 juin. Édouard Philippe a annoncé que la France était favorable à cette réouverture des frontières intérieures de l'Europe à compter du 15 juin, sans quatorzaine pour les voyageurs. La réciprocité sera appliquée si jamais certains pays imposaient des périodes de quatorzaine aux Français. Certains pays comme la Grèce ont décidé de ne pas autoriser pour l'instant les touristes français à se rendre là-bas. Un nouveau point sera fait dans un mois. Pour les frontières extérieures de l'Europe, la décision sera prise collectivement avec l'ensemble des pays européens à l'horizon du 15 juin. Des mesures de contrôle très strictes des déplacements vers l'outre-mer sont maintenues avec une quatorzaine à l'arrivée. Et pour terminer, il y aura plus de vols qui sont envisagés pour les vacances si les conditions sanitaires le permettent. Et une nouvelle que tout le monde attend, c'est l'ouverture des cafés, des bars et des restaurants. Mais bon, alors pour la France, pour les zones vertes, ce sera pour le 2 juin, mais pour nous, aux Ulysse, comme on est en zone orange, ce sera sous des conditions très strictes. Oui, seules les terrasses de ces établissements rouvriront dans les zones oranges. La réouverture des cafés, bars et restaurants est toutefois conditionnée partout au respect des règles sanitaires. Parmi celles-ci, on a le port du masque obligatoire pour le personnel, pour les clients en déplacement dans l'établissement, et également une séparation de 1 mètre entre les tables et une limite de 10 personnes par table. Il y aura aussi la réouverture des parcs et jardins dès ce week-end, y compris à Paris. Oui, Édouard Philippe a annoncé la réouverture des parcs et jardins en zone orange. Nos parcs ulyssiens, vous l'avez sans doute constaté, sont donc à nouveau accessibles. Il y aura toutefois des contraintes spécifiques dans ces zones, comme le maintien de la limitation des rassemblements à 10 personnes. Et on reste sur le thème du jour, à savoir le sport, avec le retour à la vie sportive, mais sous contrainte. Exactement, contrairement à ce que tu disais en l'annonçant, nous sommes encore sous contrainte. Donc on a un retour progressif de la vie sportive qui est prévu dès le 2 juin, sous réserve de contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange. Si les gymnases, les piscines et les salles de sport pourront ouvrir le 2 juin dans les régions en vert, les zones oranges devront, elles, patienter jusqu'au 22 juin. Les événements sportifs organisés dans l'espace public resteront suspendus jusqu'au 21 juin au moins et dans toute la France. Les sports collectifs et notamment les sports de contact resteront également interdits. Les sportifs professionnels pourront néanmoins reprendre leur entraînement le 2 juin dans le cadre d'un protocole médical strict. Mais bon, quand même bonne nouvelle, les lieux culturels vont rouvrir ce mois de juin. Les cinémas pourront rouvrir partout sur le territoire à compter du 22 juin. Les musées et les monuments seront ouverts à travers le territoire à partir du 10 juin et le port du masque y sera obligatoire. Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres vont ouvrir à compter du 2 juin. Le port du masque sera obligatoire et les règles de distanciation physique devront y être respectées. Aux Ulysse, il faudra donc patienter encore un peu. On va continuer à parler du déconfinement avec ce que les annonces d'Édouard Philippe changent pour vos vacances. La deuxième phase du déconfinement, qui commence donc ce 2 juin, s'accompagne de nombreuses annonces permettant d'imaginer à quoi pourront ressembler les vacances d'été. Alors Juline, explique-nous comment ça va se passer pour les campings et autres hébergements touristiques. Les villages vacances et autres lieux d'hébergement touristique pourront ouvrir dès le 2 juin en zone verte. Ces lieux ne pourront cependant accueillir du public que dans une jauge maximale de 5000 personnes. Dans les zones oranges, où la circulation du virus inquiète encore les autorités sanitaires, ces établissements ne pourront prendre des réservations qu'à partir du 22 juin au plus tôt. Les colonies de vacances pourront quant à elles rouvrir dans tous les départements à partir du 22 juin. Alors Juline, comment ça va se passer également pour les parcs de loisirs ? Alors, même distinction pour les parcs de loisirs. S'ils pourront ouvrir dès le 2 juin en zone verte, comme en Vendée où se trouve le Puy du Fou, les parcs se trouvant en zone orange ne pourront ouvrir que le 22 juin au plus tôt. Ces parcs d'attractions devront, quoi qu'il en soit, respecter la jauge maximum de 5000 personnes et organiser des activités permettant la distanciation physique avec des règles strictes. Bon, ça permettra peut-être à plus de monde de faire des attractions à Disney ou au parc Astérix. Donc on va continuer aussi avec, pour les musées, les monuments, les parcs et les plages, qui intéressent tout le monde. Oui, les musées et les monuments ouvriront à travers le territoire à partir du 10 juin avec le port du masque obligatoire. Le musée du Louvre a d'ailleurs indiqué qu'il rouvrirait progressivement ses portes à partir de mercredi 3 juin grâce à un plan de circulation balisé en sens unique permettant la distanciation sociale. La visite serait gratuite jusqu'à fin juin.
Merci beaucoup Juline. Si vous souhaitez réagir et commenter l'actualité, ça se passe sur le Facebook Live des Ulysses. Mais restez avec nous dans un instant. On va recevoir Coco Mensa, ancien responsable des équipements sportifs des Ulysses. Il nous parlera entre autres des futurs projets à mettre en place sur les équipements de la ville. Mais tout de suite, c'est une de vos chroniques préférées, c'est la Minute Culture de Colombine. Bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, pour notre point culture, je vous propose de parler de photographie. Les fils d'actualité de nos réseaux sociaux ne cessent de témoigner de l'omniprésence de la photographie dans notre société. Pourtant, malgré la popularité de ce médium et les clichés iconiques que nous nous amusons à détourner, son histoire est peu connue. En 1839, le brevet du daguerréotype était présenté devant l'Académie des sciences et ainsi offert au monde pour diffuser cette révolution technique qui permettait de rendre compte de la nature sans peinture ni crayon, mais en sensibilisant chimiquement une surface pour qu'elle réagisse au contact de la lumière. C'est ainsi que la photographie argentique doit son nom aux sels d'argent qui sont appliqués sur la pellicule pour la rendre photosensible. Depuis le 19e siècle, les évolutions techniques se sont succédées. La photographie, qui était d'abord une image unique sur plaque de cuivre ou de verre, est devenue un objet reproductible sur papier grâce au principe du négatif et du tirage positif. Progressivement, la taille des appareils a été réduite, le temps de pose s'est raccourci et des industriels comme Kodak ont facilité les tirages pour les amateurs. À la fin du XXe siècle, avec la photographie numérique, la pratique s'est démocratisée jusqu'à devenir un outil quotidien tel que nous l'utilisons aujourd'hui. Que vous soyez ou non un adepte d'Instagram, je vous propose de prendre le temps de découvrir ou de revoir l'histoire de cet art, pour adopter un œil analytique sur l'une des pratiques artistiques les plus populaires, en comprenant la construction des images et en reconnaissant des codes élaborés par les artistes. Avant de pouvoir retourner au musée de la photographie du département de l'Essonne à Bièvre, je vous propose de consulter les expositions virtuelles sur le site internet du musée. Pour en apprendre plus sur les grands mouvements photographiques comme le pictorialisme, la photographie pure ou la photographie documentaire, vous trouverez sur la chaîne YouTube du Grand Palais une brève histoire de la photographie à travers un cycle de vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur ces liens sur la page Facebook de la radio. Merci beaucoup Colombine. On va en profiter justement encore une fois de cette chronique, de la fin de cette chronique culture pour rendre hommage à un grand artiste qui nous a quittés. C'était ce jeudi, c'était Guy Bedos. Guy Bedos, énorme humoriste français, qui est parti malheureusement ce jeudi des suites d'une très longue maladie. Il est parti à l'âge de 85 ans. Il sera enterré en Corse à côté de son ami de toujours, Michel Rocard. Nous tenons à présenter nos sincères condoléances à sa famille. Et en ce qui concerne la chronique de Colombine, pour retrouver toutes les infos et les liens de la Minute Culture, toujours le même chemin, c'est le Facebook Live de Vivre aux Ulysses. Vivre aux Ulysses, place tout de suite à l'interview de la semaine. Vivre aux Ulysses, la radio des Ulyssiens. Avant de passer à l'interview de la semaine, on va refaire un point sur les commentaires Juline, car vous avez été nombreux à réagir. Oui, on a quelques petites remontées, effectivement. Donc on a pas mal de personnes qui espèrent que la piscine rouvrira un jour. Bon, on est effectivement bien d'accord sur le sujet. Je pense qu'elle est très attendue et surtout l'été arrivant. On a aussi des remarques sur les déchets que l'on trouve dans les espaces verts et au Parc Nord notamment. Et c'est vrai. Et je sais qu'il y a eu une petite action hier ou il y a 2 jours où une équipe s'est formée sur la ville pour aller ramasser un peu les déchets et j'étais vraiment très bonne initiative. Stupéfaite parce qu'on a vu une photo justement d'un sac rempli de masques. Donc c'est une réalité, les gens jettent leurs masques, on a les déchets habituels, hein, malheureusement la ville a toujours été sale, mais comme beaucoup de villes où les gens ne le respectent pas, mais c'est vrai que c'est important de mettre vos déchets dans la poubelle, les masques en plus. On est sur un virus qui se propage, les masques doivent être jetés impérativement à la poubelle. Donc c'est bien que des collectifs se montent comme ça pour nettoyer, c'est très important. Mais ce qui serait mieux, c'est qu'on n'ait pas à le faire et on est bien d'accord. Et aussi, dernière petite chose, on voit qu'on a un petit débat sur la tonte ou non des espaces verts. Effectivement, c'est un débat, mais c'est un débat qui est juste, moi je trouve. C'est à savoir ce qu'on tond et ce qu'on ne tond pas. Parce que quand on tond, on coupe la biodiversité. Il faudra voir parce que tu as aussi parlé la semaine dernière d'une invasion de tiques. Donc, forcément, il y a des liens de cause à effet. Donc, on verra. Oui, en l'occurrence, pour la tonte, ça va bien au-delà d'une invasion de tiques, parce que les tiques, ça va surtout en forêt, dans les arbres qu'on va les trouver. Oui, bien sûr. Non, là, c'est surtout sur le fait qu'effectivement, qu'il y ait des endroits qui soient dangereux, où on ait besoin d'une visibilité, comme les ronds-points, comme les abords des routes, bien évidemment, il faut tondre, c'est primordial, on est bien d'accord. Par contre, sur des espaces où on ne marche pas, où il n'y a pas de nécessité, quel intérêt d'aller tondre? C'est là, enfin, laissons la nature reprendre ses droits, laissons les insectes reprendre vie, quoi. On a un vrai souci de biodiversité, c'est important de les laisser
vivre. Merci beaucoup Juline, merci beaucoup. On va retourner justement à l'interview de la semaine avec le sport qui fait partie justement de l'ADN de la ville des Ulysses, avec Daniel Sangouma et Jean-Charles Troisballes pour l'athlétisme, Lassène Majdi, vice-champion paralympique de tennis handisport, l'escrimeur double champion d'Europe Terence-Joubert. Notre ville est d'ailleurs aussi mondialement reconnue pour être un des viviers et un des meilleurs réservoirs de France au niveau des talents footballistiques. On parle bien sûr de Thierry Henry, de Patrice Evra, de Moussa Marega, d'Anthony Martial et encore bien d'autres. D'ailleurs, on va en recevoir l'un d'eux, Bilal Mosni, tout à l'heure. Restez avec nous, ce sera tout à l'heure dans Parole aux Ulyssiens. Et tous ces grands sportifs, d'ailleurs, ils ont un point commun. Ils sont tous nés, ont grandi ou ont été licenciés dans notre ville et ont aussi bénéficié de leur installation et justement de différents terrains de la ville. Donc le sport, vous l'avez compris, c'est ancré dans la culture la culture domicile, excusez-moi. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler des équipements et des futurs projets à mettre en place sur la ville. Et pour nous en parler, c'est Coco Mensa qui est avec nous. Bonsoir Coco. Bonsoir tout le monde. Alors vous êtes retraité, ancien responsable des équipements sportifs couverts et de proximité au sein de la ville des Ulysses, bien évidemment. Vous êtes ulyssien depuis 1975, c'est bien ça ? Oui. Donc vous êtes au service des sports depuis 1978. Autant dire qu'il y avait tout à construire parce que la ville a été construite en 77, c'est bien ça ? Oui. J'oublie souvent, excusez-moi. Je t'en prie. Vous êtes également colistier sur la liste Osons les Ulysses. Bon, je l'ai dit juste avant, vous êtes un petit peu un pionnier du paysage sportif ulyssien. Et justement, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la liste Osons les Ulysses pour les municipales ? Ce qui m'a poussé, c'est que c'est le seul endroit où on a commencé à construire le projet. Le projet n'était pas acté d'avance. Nous nous sommes réunis entre copains pour travailler sur un projet commun parce que moi, en tant qu'ulyssien de longue date, j'ai vu que ma ville commençait à dépérir. Et il y a quelques personnes qui sont venues me voir en me disant « Mais Coco, qu'est-ce qui se passe ? On a besoin de toi et des autres pour qu'on puisse faire progresser notre ville. » D'où la nécessité de se joindre à quelques copains, donc Clovis Cassan, et il y avait d'autres que je ne citerai pas, mais avec qui on a construit le projet. Et d'ailleurs, ce projet, alors justement, c'est votre vision aussi, et on voulait savoir qu'est-ce que c'est exactement pour vous le rôle d'une municipalité par rapport au sport, le lien qu'il doit y avoir. Le lien qu'il doit y avoir, c'est par rapport à la municipalité actuellement. Ce que moi je constate en tant que celui qui a travaillé longtemps au service des sports, le rôle de la municipalité actuellement c'est de donner des subventions seulement aux associations et mettre à disposition des équipements. Et moi ça me pose problème dans la mesure où nous ce qu'on va mettre en place c'est les associations seront nos partenaires. Et là, avec ces partenaires, on va avoir des discussions sur nos projets communs. Et actuellement, c'est pas ce qui se passe. On essaiera de... D'accord. Et dans votre programme, il est question d'un projet d'expansion, par exemple de l'espace Forme. De quoi s'agit-il et sur quelle zone va-t-il s'étendre ? Alors, actuellement, il y a une salle qui est dédiée à l'espace Forme. Et cet espace n'est pas assez grand par rapport à l'évolution de cette association. Donc, nous, si on est élu, on va mettre en place, on va agrandir cet espace. Soit c'est un projet qu'on va décider ensemble avec la population, soit on donne le côté dojo en créant un autre espace dojo à côté ou sur le côté, sur la dalle. Bon, ça, c'est un choix qu'on fera après. D'accord. Et avez-vous prévu des choses pour remettre en état les différentes structures sportives de la ville qui ont pris un sacré coup de vieux, il faut le dire ? Oui, dans notre programme, il y a la réhabilitation de nos équipements couverts et de toutes nos installations sportives. Et là, actuellement, on a au niveau du gymnase des Amants et du gymnase de Court-Dimanche des sols à remplacer et profiter en même temps de ce remplacement de sols pour peut-être donner un coup de peinture dans nos salles qui actuellement ne sont pas à la hauteur des attentes de la population. Ils n'ont pas été faits depuis quelques années en effet. Et il y a aussi une chose qui revient depuis plusieurs années, c'est l'éclairage des terrains extérieurs le soir. Car il y a beaucoup d'Ulyssiens qui sont non inscrits dans des clubs, qui
font du football, qui font du basket sur des terrains ou du handball parfois. Ils vont courir. Oui, qui vont courir et qui se plaignent aussi de l'éclairage nocturne. Parce que c'est vrai qu'en hiver, à partir de 20h, souvent, la ville est assez sombre dans certains endroits. Hein, bien sûr, j'entends pas partout, mais dans certains endroits et surtout au niveau des terrains. Donc, qu'est-ce que justement vous pouvez proposer pour remédier à ce problème ? Nous, actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Chaque association a ses créneaux avec les éclairages allumés en fonction des créneaux. Il s'avère que sur la ville, il y a pas mal d'Ulyssiens qui font du sport en dehors des sections. Et ceux-là, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? C'est proposer des moments en soirée, voire avec les habitations autour, si ça pose problème ou pas, et mettre des éclairages sur un temps donné, de façon à ne pas gêner les habitants et pour que les sportifs aussi puissent faire leur sport. Vous pensez notamment au stade des Bosquets, enfin le stade Thierry-Henry au Bosquet. Oui, je pense du terrain synthétique du Bosquet, où ce terrain n'est pas loin des habitations. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre l'éclairage tous les jours, tous les soirs ? Je pense que ça posera un petit problème. Donc tout ça, c'est à voir avec les habitants du quartier, à quel moment on peut les mettre, et aussi avec les sportifs. Et alors justement, vous parliez des gymnases juste avant, et il y avait un truc qui était en place il y a quelques années, qui fonctionnait plutôt bien et qui a été enlevé qui a disparu depuis. C'était les horaires, les plages horaires libres, en fait, de libre pratique du sport, qui étaient faites pour les Ulyssiens. Est-ce que, si vous êtes élu, vous remettrez cette pratique en place ? Oui, c'est un créneau que nous appelons, nous, avant, le sport en liberté. Ce créneau, nous allons les remettre. Pourquoi ? C'est un créneau qui nous permettait de faire venir des ados après la sortie de l'école pour pouvoir pratiquer soit le tennis de table, soit le foot, soit le basket sur un créneau de 14h à 18h. Pardon, de 16h à 18h, de façon non conventionnelle, c'est-à-dire que ces jeunes viennent quand ils ont envie, et ils jouent et après ils rentrent chez eux. Ce créneau qui était très important, pourquoi ? Moi, dans le temps quand on le faisait, c'était un créneau qui permettait aux éducateurs spécialisés de la ville de passer des moments aussi pour voir cette jeunesse. Oui. Et ça permettait aussi aux jeunes d'éviter de traîner parfois dehors quand il y a des horaires à partir de 20h aussi, c'était pas mal. Oui. Juste avant 20h. Oui, même à un moment donné, on avait ouvert aussi ces créneaux après 20h pour ceux qui travaillent aussi. Les vendredis soirs, on faisait des tournois jusqu'à minuit. Tournoi de futsal. Futsal, et bon, ces créneaux, moi je pense que c'était un créneau bien adapté à cette jeunesse qu'on ne touche plus et qu'on ne voit nulle part en ce moment. Et alors on va continuer à parler un petit peu de la jeunesse avec la fermeture à durée indéterminée de la piscine. Alors plusieurs clubs et plusieurs associations aquatiques de la ville se retrouvent sans structure pour pratiquer leur discipline. Et avez-vous des solutions, des procédures temporaires à leur proposer ? Les solutions, nous, si on arrive, on négociera avec les villes alentours pour voir qu'est-ce qu'il peut proposer à nos nageurs. Et ça, je pense que nous serons capables de négocier ça. D'accord. Et vous avez, alors, dans votre programme, il y a aussi, vous parlez aussi de mettre en place une nouvelle fête du sport. Alors, vous allez nous expliquer comment, mais avant ça, j'ai une question, parce que, moi je suis Ulyssien depuis quasiment toute l'équipe ici, et Ulyssien depuis quasiment toujours. Et c'est vrai qu'à l'époque, la fête du sport, c'était un petit peu un des deux événements dans la ville où tout le monde se rassemblait, mais vraiment tout le monde. Et il y a il y a un phénomène que j'ai pas compris au fur et à mesure des années, c'est comment l'engouement autour de cette fête, qui était vraiment ultra importante à l'époque, a pu retomber, voire quasiment chuter au fur et à mesure des années. Et ça dépend de l'importance qu'on veut donner à cette fête. La fête du sport, dans le temps, moi je me souviens, on associait les écoles maternelles, les écoles primaires, même le collège participait. Dans la matinée, le samedi matin, on faisait des relais avec les écoles maternelles.
Et là, petit à petit, tout s'est perdu. Oui. L'idée aussi, c'est de remettre tout ça en place en négociant avec les écoles. Pourquoi actuellement, il n'y a pas d'école le samedi? Donc ça, je pense que si on négocie avec les parents, on peut remettre tout ça en place pour redonner une nouvelle vie à notre fête du sport. Parfait. Mm. Parfait. Dans votre programme, il est aussi question de la création d'une charte du sportif. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Ah oui, une charte. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Dans chaque section définit les règles que chaque adhérent doit respecter. Nous, ce que nous espérons, c'est que chaque section, chaque club puisse, avec la municipalité, mettre en place une charte pour que nous travaillions tous ensemble dans le même sens, pour que tout le monde aille dans le même sens. Parce que actuellement, qu'est-ce qui se passe? Chaque section définit à sa propre charte. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que toute la ville, tout sportif ulyssien puisse dire, tiens, c'est ensemble ce qu'on doit faire. Qu'on n'entende pas, oui, les Ulyssiens, quand ils viennent jouer, ils respectent pas les règles, machin. Non, nous, on aimerait que tout Ulyssien qui va jouer à l'extérieur respecte les règles. Très bien. Et la prochaine question, et d'ailleurs c'est très marrant parce qu'on a en direct un commentaire qui en fait état, c'est: vous souhaitez aussi rétablir la nuit du roller. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah, la nuit du roller, la fameuse nuit du roller. Ça, mais on va le remettre. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose. Ouais. C'est le début de la fête du sport. La nuit du roller se passe le vendredi soir et le samedi. Oui, c'est vrai que c'était la veille. La fête du sport, donc ça, c'est intégré. C'est une obligation même, je dirais, d'intégrer la nuit du roller à la fête du sport. Parce que c'est le seul jour où on ferme les routes aux Ulysses pour que les rollers puissent circuler tranquillement. Il n'y avait pas que les rollers de mémoire aussi. Oui, il y avait aussi les vélos et non, pas les vélos, les trottinettes, les skateboards, les skates, tout ce qui a des roues autres que des voitures. Ouais, d'accord, ok. Bon, je peux me tromper. Ma mémoire flanche avec le temps, ça arrive. Mais c'est vrai que oui, c'est plusieurs petits événements qui avaient de l'importance et qui, je trouve, qu'on tué aussi la convivialité de la ville un petit peu. Mais oui, mais cette ville, j'ai pas trop compris parce que on était une ville nouvelle. On a tout construit petit à petit. On a tout laissé tomber. On a laissé dégringoler cette ville parce que la fête du sport doit être une fête pour tout le monde aux Ulysses. Ah oui, oui. On a mis ça. La fête des sports est devenue une petite fête où, bon, les gens arrivent, ils regardent. On sait même pas si c'est une fête. Nous, ne vous inquiétez pas. Si on arrive, on vous fera revivre vraiment une fête du sport. Mais comme toutes les fêtes en général, ça ressort beaucoup qu'effectivement il n'y a plus beaucoup d'animation, qu'effectivement toute fête se fait dans un endroit et que plus personne n'y va, puis il n'y a plus non plus grand chose, quoi. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. La fête de la musique notamment. Carnaval qui est plus non plus comme avant. Non, il y a beaucoup de choses en moins. Quand on compare avec le carnaval par exemple de Marcoussis. Ah voilà, là on est sur deux choses incomparables. Ils ont réussi l'exploit de maintenir. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous incontournable. Je pense que et puis il y a beaucoup d'Ulyssiens parce que moi je suis déjà allé. Et effectivement, on retrouve énormément d'Ulyssiens à Marcoussis. Ouais, c'est vrai. Et surtout, c'était aussi un bon moyen aussi, la fête du sport, pour pas mal d'associations sportives de s'exposer et de faire des stands. Bon. Alors c'est vrai, à l'époque on avait du mal à rentrer dans le stade, et maintenant, quand il y a la fête du sport, vous avez largement le champ pour passer. Ouais. Mais bon, ça c'est un autre débat. D'ailleurs, on va rester sur la diversité sportive. Alors, c'est aussi une question pour... Voilà. Pendant des années, il y avait un ressenti, c'était un ressenti des autres associations sportives, qui se trouvait qu'il n'était pas mis assez en avant par rapport au foot. Je parle principalement du basket, de la section rugby, de la section handball, et encore plein d'autres, même le hockey, plein d'autres. Il y a plein d'autres qui se sentaient un petit peu en retrait par rapport au football. Oui, mais il faut pas oublier que la population ulyssienne, elle est particulière. Moi, je sais que quand un de mes gamins au tennis de table dit à son copain, moi je fais du ping-pong, le copain commence à rigoler. Est-ce que c'est du sport, ça ? C'est vrai. Et donc, nous, notre but, quand on va arriver, c'est permettre à toutes les sections
de se valoriser et pour permettre à tout Tulicien de pratiquer n'importe quel sport qu'il a envie de faire, sans que ça soit toujours les mêmes sports qui dominent aux Ulysses. Oui, en plus, alors justement, on va rester dans le domaine de l'exposition avec le handisport aussi également, qui est peu présent dans la ville. Alors pourtant, je l'ai cité juste avant, on a beaucoup d'exemples, enfin surtout un exemple de réussite assez incroyable. C'est, j'avais dit en intro, c'était Lassène Majdi qui a été quand même vice-champion paralympique de tennis en fauteuil. C'est un exploit quand même notable. Et voilà, il y a comment justement adapter les structures, est-ce que les structures sont adaptées et comment justement valoriser le handisport dans notre ville? Déjà, mettre les structures aux normes pour que chaque équipement puisse apporter aux sportifs en handisport. Les entrées, il faut revoir les entrées de façon à ce que chaque sportif en fauteuil ou en quoi que ce soit puisse rentrer dans les équipements et permettre à chaque section de pouvoir accueillir chaque handicapé. Actuellement, il y a quelques sections qui le font, mais nous, on va l'encourager et en mettant plus de moyens sur ce sport handicapé. Et alors, autre population qui fait pas mal de sport dans notre ville, parce que notre ville est assez jeune, mais aussi on a des aînés assez vigoureux et valeureux. Non, mais valeureux, il y a beaucoup d'aînés qui font énormément de sport dans cette ville. Donc justement, alors, qu'allez-vous proposer aux aînés comme programme sportif, on va dire, pour la ville? Actuellement, il y a des créneaux adaptés aux aînés. Nous, quand on va arriver, on va proposer de faire un mélange des troisième âge avec toute la population ulyssienne de façon à faire une pratique commune. Une passerelle. Oui, et ça va faire un sport intergénérationnel qui est très important pour nous parce que on va pas faire toujours des séparations aux Ulysses, les aînés à part, les jeunes à part. Nous, l'intergénérationnel est très important pour nous. Donc, on mettra en place un système qui va faire que les aînés et la jeunesse et les seniors ou les plus jeunes adultes puissent faire une pratique commune. En plus, c'est clair, avec tous les grands sportifs qu'on a eu dans l'histoire de notre ville, ce serait pas mal que les aînés, pour le lien et même pour l'expérience. C'est super sympa, voilà, c'est le partage d'expérience. Pour l'expérience, c'est très important. Vraiment top, C'est vachement important. Bon, après, bien sûr, je pense qu'on jouera pas au foot ou au rugby avec une personne âgée. Ah, ça veut rien dire, tu sais, aîné et âgé, ça ne veut rien dire. On va pas se mettre à tacler quelqu'un de plus âgé, mais bon. Quoique, il y en a qui jouent très bien au foot. Il y en a, ils sont plus en forme que nous. Donc, maintenant, on va faire un point justement sur les questions auditeurs. Oui, on a Bernard qui nous signale que la résidence des Chardons pour l'éclairage du stade qui ne gêne pas trop. On a Yohan qui nous demande le retour de la nuit du roller. Bon bah Yohan, tu as eu ta réponse. Enfin en tout cas nous osons les Ulysses. Tu n'as que des adeptes. On est pour et on veut la remettre en place. Ensuite on a Zabel Zabou. Ah bah voilà Zabel, je me disais bien on l'avait pas vu encore depuis le début. Bah bonsoir Zabel, elle nous dit que ce serait bien de développer des structures telles qu'il y en a devant la piscine, du matériel mis à disposition de chacun. Oui tout à fait. C'est vrai que c'est une super idée, que ça fonctionne vraiment bien et pour Zabel les petits Zabou. et grands, c'est vraiment familial, ça c'est vraiment chouette. Bon Bernard qui nous dit faire aussi en même temps la fête de la trottinette. Bah oui on l'a dit, c'est tout ce qui est roller. Alors, Zabel vous demande une fête pour les non-sportifs. C'est-à-dire une fête, tout simplement, mais sans le sport, quoi. Il y a les barbecues en été. Mais non, mais on en parlait, on avait une fête de l'écologie qu'on veut faire, on a plein de fêtes qui sont possibles de faire. Donc, puis en partenariat avec les associations, bien évidemment, c'est pas une équipe qui va décider de fêtes à mettre en place sur une ville. Donc si je reprends ton propos, tu insinues que les écologistes sont des non-sportifs. Mais pas du tout, je dis juste un autre exemple de moi, fête. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que moi j'ai compris. Je vais arrêter cette radio. Non, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que les écologistes sont des non-sportifs. Mais tu es trop limité là, c'est pas possible. Non, je ne vois rien. Alors, on a aussi Bernard qui nous dit avoir des structures de coordination avec toutes les fêtes, avec association et la municipalité. Bon, ça répond à ce que vous avez dit. On a aussi Solène qui nous dit il faut que les non-sportifs aient aussi envie de venir à la fête du sport. Bah oui, tout à fait. Justement, la fête du sport n'était pas qu'un événement pour le sport. Il y avait des danses, il y avait des chants, il y avait des spectacles. C'est animé, il y avait des spectacles, c'était vraiment un spectacle incroyable.
Et très bonne. Et voilà, Isabelle, je sais que Charles, tu vas être content. Et la place des filles dans le sport aux Ulysses. Oui, le sport féminin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sport féminin, justement? Alors, actuellement, on sait qu'au foot, il y a des équipes féminines au foot, mais dans les autres sections, moi, par exemple, au tennis de table, nous mélangeons les filles et les garçons, ça ne pose aucun problème. Donc, moi, à mon avis, est-ce qu'il faut séparer au niveau de certains sports les filles et les garçons? Oui, pourquoi pas, mais il y a des sports où les filles et les garçons se mélangent. Il y a même des sports où les filles battent les garçons. Bien évidemment. En juger dans le handball. Bien évidemment. On se faisait souvent battre par des équipes de filles. Est-ce que je peux dire quelque chose? Rêver. Les filles ne peuvent pas battre les garçons. Oh là là, c'est pas possible. Non. Il rigole bien évidemment, sinon il ne serait pas avec nous. Parce que je me suis déjà fait battre en moins de 12 ans par plusieurs équipes de filles qui étaient assez... c'est incroyable. Alors, on a aussi une dernière question. Étant donné qu'il ne va plus y avoir d'impôts locaux, comment on finance tous ces projets? J'ai pas mes lunettes. Étant donné qu'il n'y a plus d'impôts locaux, comment allez-vous financer justement ces projets? On a perdu Coco, il doit y avoir un petit problème technique. Mais comment allons-nous financer tous ces projets? Mais vous savez, tout projet, c'est un choix politique. En fonction du choix qu'on va faire, qu'on va définir avec vous, on choisira le financement avec les choix que nous ferons. Oui, et puis effectivement, il y aura aussi une réunion finance locale qui se fera avec Gilbert et Clovis, qui avec le reste de l'équipe ont beaucoup travaillé justement sur les financements. On pourra faire des économies, notamment sur le budget sécurité, avec les fameuses caméras qui sont détruites chaque semaine. Mais bon, c'est un autre débat, bien évidemment. Il y a d'autres questions pour questions du temps? Moi, j'en ai pas. Déjà fini? D'accord. Donc alors merci beaucoup Coco. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot ou un message à faire passer pour les Ulyssiens? Je voulais juste dire aux Ulyssiennes et aux Ulyssiens, je vous aime et j'aime cette ville et j'y habite. Il n'y a pas de message. Bonne soirée à vous. Merci bonne Coco. soirée à vous aussi Coco. Merci beaucoup pour votre message. Je crois qu'on aime tous la ville ici présent qui rentre sur cette table. En tout cas, si vous souhaitez réagir aux propos de Coco, à ses idées, bien évidemment, ou même poser encore d'autres questions. Bon, si on peut y répondre, bien évidemment. Vous connaissez la méthode, vous nous donnez vos avis, sur le Facebook Live de Vivre aux Ulysses. Vivre aux Ulysses, d'ailleurs, il est exactement 18h42, et on va passer tout de suite à la chronique de l'Ulyssien déconfiné. L'Ulyssien déconfiné, c'est avec AGR. Rebonsoir AGR. Bonsoir à tous. Bon alors comme tu l'as vu, comme tu l'as compris, le thème encore aujourd'hui c'est le sport. Donc tu es parti à la rencontre de 3 Ulyssiennes, c'est ça? Oui, 3 Ulyssiennes. Voilà, donc j'ai rencontré Jade, une jeune gymnaste, obligée elle d'aller à Massy, notamment à cause d'un manque d'installation. Donc elle m'explique tout ça pour pouvoir... Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 13 ans et j'habite aux Ulysses. Donc je suis une gymnaste et j'ai décidé de changer de club. Je suis partie des Ulysses pour aller à Massy parce que je me suis fait repérer. Le niveau est meilleur. Aux Ulysses, il n'y a pas de salle de gym spécifique. On doit tout installer et désinstaller. Et à Massy, il y a une salle de gym spéciale avec tout le matériel à disposition. Il faut aussi savoir que les Ulysses, c'est UFOLEP, donc pour les débutants, et Massy FFG pour les professionnels. C'est la Fédération française de gym. Pour évoluer, il n'y a pas mieux. Merci ma petite Jade. Donc j'ai rencontré Suzy aussi, qui m'explique qu'elle ne peut pas faire son propre sport, car elle doit pallier au déplacement de ses enfants. Bonjour, je m'appelle Suzy, je réside aux Ulysses. J'ai 2 enfants qui font tous les 2 du sport, qui sont très investis dans leur sport. Je dois dire que notre ville est assez développée en termes d'activités sportives et que on est vraiment très chanceux, contrairement à d'autres. D'ailleurs, on a quand même pas mal de personnes qui se sont révélées dans le sport aux Ulysses. S'il y a des choses qui devraient être développées, moi je dirais essentiellement le fait que les parents puissent rester avec leurs enfants afin de pratiquer l'activité sportive de manière à ce qu'il y ait un lien et une proximité entre le parent et son enfant. Ça, je trouverais ça vraiment très sympa. Voilà, donc
si ça peut se faire, ça serait bien, mais sinon le reste est quand même assez agréable à vivre dans notre ville au niveau du sport. Merci ma Suzy. Donc du coup, j'ai aussi été à la rencontre de Marine qui rejoint complètement Suzy. C'est drôle parce qu'elles se connaissent pas du tout. Donc elle se rappelle que chaque année au forum des associations, donc elle cherche un sport pour ses enfants et elle met un point d'honneur pour inscrire ses 3 enfants au multisport. Donc en même temps, elle choisit un autre sport. Enfin, ils choisissent chacun un autre sport. Donc elle fait la queue pendant 3 heures pour avoir une place et ensuite chaque semaine, donc elle dépose ses enfants. Elle attend des heures, car chacun a des années de naissance différentes. Et elle regrette en fait qu'aux Ulysses, il n'y ait pas de sport proposé pendant cette fameuse heure où ses enfants font du sport. Ça permettrait de se défouler et d'évacuer ce mini-stress d'être à l'heure, de devoir les déposer, les amener, bien évidemment les préparer chaque semaine. Elle m'explique que c'est sur son temps du mercredi après-midi qu'elle ne fait que ça. Non, c'est vrai, mais de toute façon, pour un parent, accompagner un enfant dans la pratique sportive, hein, en plus s'il est bon, ça amène de nombreux déplacements, donc c'est vrai que c'est un investissement assez lourd pour les parents. Après, ouais, l'idée, pourquoi pas, de proposer des activités en attendant pour les parents, ça peut être pas mal. Mais quoique, c'est aussi agréable de voir son enfant évoluer dans sa pratique sportive. C'est pas Surtout mal quand il commence, on a de la chance aux Ulysses quand même que les activités sportives commencent à partir de 3 ans. Oui, et ça, c'est vraiment une chance dans notre ville. Ça commence à 3 ans et ils ont beaucoup de talent. Exactement. Donc, moi, je remercie beaucoup aussi Marine de m'avoir consacré du temps. Je trouve que moi-même, c'est une super idée parce que je fais exactement la même chose que Marine. Je dépose mes enfants, j'attends et finalement, j'ai pas le temps de faire du sport. Ah bah faut. Oui, c'est vrai, c'est compliqué, mais justement, profite de voir tes enfants progresser dans leur sport. Il n'y a rien de mieux de voir un enfant progresser. Exactement, on fait plein de vidéos. Merci. Bon, je leur souhaite en tout cas la même carrière que les différents grands sportifs qu'on a eu dans notre ville. Ah bah oui, du coup, en plus, on va en écouter en interview. Oui, on va en écouter. Une personne qui m'est pas inconnue. Oui, pas inconnu pour toi, oui. On a suivi longtemps et que mes parents aussi ont dû faire ce choix. Oui, c'était Bilal pas évident. Mosny, Exactement. Qui est joueur professionnel, justement. On va le voir, justement, dans la parole aux Ulyssiens. Ça va venir juste après la chronique de JB, donc d'accord, restez avec nous, hein, si vous voulez avoir l'expérience d'un footballeur pro. Ça se passera sur Vivre aux Ulysse. D'ailleurs, je te remercie, Agère. Et on remercie nos trois intervenants, merci, pardon. Et du coup, comme d'habitude, si vous voulez écouter et recevoir votre témoignage, n'hésitez pas sur la web radio Vivre aux Ulysses. Merci beaucoup, Agère. On passe tout de suite à la prochaine chronique. Vivre aux Ulysses, la radio des Ulyssiens. La chronique de JB. JB, comme chaque début de semaine, tu poses 3 questions aux Ulyssiens sur... après, moi, je les connais pas. Je t'avoue, je les connais pas. Pour moi, c'est un petit peu plongé vers l'inconnu. Donc, avec toi, de toute façon, j'ai toujours des grandes surprises. Ça fait toujours plaisir. C'est le moment rigolade, le moment rigolade. Oui, c'est le moment détente, on va dire. Bonsoir à tous, bonsoir Charles. C'est encore avec un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme chaque semaine, nous vous avons donc posé 3 questions sur le Facebook de la web radio Vivre aux Ulysses, que je vais aujourd'hui vous retranscrire afin de connaître votre avis et de vous donner le nôtre, car ne l'oublions pas, votre avis compte. Et le nôtre aussi, quand même. C'est pour ça, c'est le but quand même que de nos interventions. On se brosse un petit peu dans le sens du poil, ça fait du bien. La première question que nous vous avons posée cette semaine était: quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre sur votre lieu de travail ? Nous avons Margot qui nous a mis: je descends à la fac en trottinette électrique. Personnellement, je pense à la remonter, car avec mon poids, il faudrait... Électrique, ça monte tout seul. Oui, mais moi, il faudrait une Tesla pour me remonter de la fac. On va pas se mentir. Julie, tu as de la chance. Tu fais peut-être 1m70 pour 50 kilos, mais quand tu fais le poids de JB et moi, je pense que le moteur de la trottinette, il plante. Pas se mentir. Tu es taillé comme une arbalète. Hein, vous avez de la chance, toi et Agère, vous êtes très bien, voilà. Vous êtes bien lotis. Nous, on est des poids lourds. Voilà. C'est vrai que quand on part en balade, je vous mets dans ma poche avant et c'est parti. Après, nous avons aussi Gwendal qui nous dit: pour les études, BTS, je prends le bus 3, RERB et le métro 6. Ça fait un bon voyage quand même. Non, c'est bien, ça prouve qu'il est Mais ambitieux. comme nombreuses.
Nous avons Mehdi aussi qui nous dit je vais en VPN grâce à ma super connexion internet et mon bon débit fibre optique. Quelqu'un qui télétravaille. Donc et vive le télétravail. Moi personnellement, je prends la voiture pour aller au travail et grâce. C'est la meilleure vie c'est la meilleure vie le télétravail. Oui, pendant le surtout, confinement, tu sors même pas de ton lit, t'as ton PC à côté de toi. Oh bah tu quand prends même, ta bouteille d'eau. on a pas même télétravail. Hein. La vérité, on on la même mettre connaît. une chemise en haut et je pense que le reste. Non mais c'est le télétravail sans visioconférence. Ça, avec le patron ça, c'est en pour les pyjama dans le conférences lit. Zoom. Ça c'est pour les conférences Zoom. Oui. Après nous avons Marc aussi qui nous dit en ce moment c'est la fibre optique, on revient sur le télétravail, sinon c'est le RERB essentiellement, les Ulysses, Bure à pied, c'est un choix, Arcueil-Cachan, Montrouge à pied, retour en prenant le bus à Massy ou à Orsay et après ensuite de Bure jusqu'aux Ulysses à pied 2 fois par semaine et je vais au Lila, donc ligne 17 puis ligne 5. Il manque plus que l'avion et l'hélicoptère, tu nous auras tout fait Marc. Ligne 11 parce que tu as inventé une ligne. C'est vraiment plus une 11. Mais c'est un vrai marcheur parce qu'après, voilà, je l'ai dit, je sais que je me suis fait un petit peu, reprendre de voler, gentiment, bien sûr, parce que j'avais dit que, il y avait beaucoup de faux sportifs pendant le confinement qui en profitaient pour faire des joggings de 3 minutes. Voilà, donc, Marc, je ne vous connais pas. Mais il y a de dans le vrais bénéfice du doute, sportifs. non, mais dans le bénéfice du doute, je vais vous croire. Mais bon. Il y en a des marcheurs sur la ville, on en a vraiment, hein. Oui. Après, nous avons aussi Emilia. Je suis retraité, mais il y a 1 an à peu près, je descendais en voiture jusqu'au parking de la gare d'Orsay, puis prenais le RER, puis une première ligne de métro, puis une autre à mon travail pour arriver jusqu'à mon travail, au centre de Paris. Ce fut mon parcours, le parcours de la combattante pendant plus de 40 ans d'activité, et j'ai pu constater combien le RER surtout s'est dégradé avec le temps. N'en parlons pas. Et maintenant, elle marche le plus possible du côté à l'autre des Ulysses que du bonheur. Ah bah là, quelqu'un d'honnête. Je suis désolé. Après, nous avons Bruno qui nous dit les bus du CEA. Ah oui. Très utile. Et après, nous avons Soulé qui nous dit ado de chameau. Combien de temps met-il pour arriver au travail? Alors, je crois que Soulé fait partie des gens qui partaient en footing pendant le confinement. Parce que franchement, pour me sortir. C'est notre blagueur à chaque fois, Soulé. La vraie question que je me pose, c'est y a-t-il des places de parking réservées pour les chameaux? À débattre. Mais déjà qu'il n'y en a pas suffisamment pour les voitures, s'il faut en plus en faire pour les chameaux, on n'est pas sorti de l'auberge. Vu comment Juline est calée sur l'écologie, je pense que si on ramène un chameau ici. Bon courage, Soulé, si elle vous croise. Bon courage. Petite question pour vous, le chameau a une ou deux bosses? Chameau 2. La deuxième question que nous vous avons posée était, selon vous, quel film est à voir et à revoir sans modération? Nous avons Wilfried, notre cher DJ international, qui nous a mis Fight Club, c'est normal, c'est un peu notre Jérôme Le Banner de Wish. Il a Interstellar aussi, parce qu'il a souvent la tête dans les étoiles. Inception, parce qu'il sait nous mettre la tête à l'envers. La ligne verte, car il est allergique au bleu. Ah, très bon choix, ça je valide. Et ensuite, Forrest Gump, car pour lui, la vie est une boîte de chocolat. Nous avons Kylian qui nous dit et Scary Movie, des chefs-d'œuvre, bien sûr. Non, faut pas abuser. Alors Will, juste pour vous expliquer ce qui se passe, Will a un pistolet nerf et s'amuse à viser JB dès que JB commence à le... Parce que JB a parlé de tectonique la semaine dernière et il a préparé justement sa revanche. JB a du mal à être concentré là. Après, pour défendre JB, à part les 2 derniers, bon, c'est des choix quelconques. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On aime bien quand même. C'est pas grave, je serai me venger. Vous retrouverez la vidéo, bien sûr, entre moi et Jérôme Le Banner de Wish dans pas longtemps sur notre web radio. Nous avons aussi donc Mehdi qui nous dit la ligne verte, la haine, les évadés, c'est des incontournables. Je suis d'accord. Nous avons Zabel, la vie est un long fleuve tranquille, et Jumanji. Bon, c'est deux salles d'ambiance. C'est le premier désaccord officiel entre moi et Zabel. Alors si vous m'écoutez Zabel, je suis désolé. Mais Jumanji. Mais ça dépend lequel. Alors ça dépend lequel. Celui avec Robin Williams. On est d'accord. Celui avec Robin Williams. D'accord, ok, d'accord. Ah mais non, c'est avec Robin Williams, bien évidemment. On parle du vrai, du premier. Incroyable. Bon, même après, si j'ai un grand faible, moi j'ai un faible pour The Rock personnellement. J'adore cet homme, c'est pour ça que je me rase le crâne. C'est parce qu'il mange 8 steaks par jour, c'est pour ça. Exactement, sauf que on n'a pas la même corpulence. Moi, 8 steaks par jour, voilà. On prend tous du poids. Il a de la chance. Après, nous avons aussi donc Frédéric qui nous dit Hitman, Intouchable ou Banlieue 13. Nous avons Thierry avec 120 battements par minute. Ah oui, je valide. Exactement. Je valide. Et les nuits fauves. Nous avons Vincent ensuite. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça fonctionne aussi pour les mairies. Ah, on te laisse une petite parenthèse. Merci tout le monde. Nous avons Brasil, Full Metal Jacket, Apocalypse Now, Birdman, Ron et Forrest Gump. On revient sur la boîte de chocolat. Nous avons Bruno avec Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot. Nous avons Fanfan avec L'ours. Nous avons Jalel
avec Snatch, Les Évadés, Hit, Les Animaux Fantastiques, L'Abominable Vérité, Jurassic Park, Monstres et compagnie. Une animation qu'elle a kiffé. C'est que des blockbusters. C'est Jalel ou c'est il? Non, c'est Jalel. Oui, c'est vrai parce qu'il a dit elle. Ah, pardon. Mais Jalal, tu es une femme. Voilà. On te l'apprend aujourd'hui. Pardonne-moi. Après, nous avons aussi Emilia avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah oui. Ah, c'est la science-fiction, les prémices. Les prémices, c'était magique, c'était incroyable. Nous avons Gwendal avec Star Wars 6, le retour du Jedi. Star Wars. Le retour du Jedi. Le retour du Jedi. On suit la chronologie. Parce que si c'était vraiment les derniers Star Wars, j'aurais demandé l'exclusion de Gwendal. En toute honnêteté. Je suis pas terroriste, tout ça, mais quand même, faut pas abuser. Moi, les derniers Star Wars, c'est quand même. Moi, je sais me retrouver dans la guerre des étoiles avec vous quand Will s'énerve, on dirait Chewbacca. Alors, ça repart. Pas de tir à vue pour les chroniqueurs, on reste concentrés. Mais après, alors, juste pour l'anecdote, il faut savoir que les scénaristes qui ont fait les derniers Star Wars sont les mêmes scénaristes qui ont fait la dernière saison de Game of Thrones. Autant vous dire, on comprend pourquoi c'était nul. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La troisième question que nous vous avions posée aussi, comment faire participer notre jeunesse à la vie locale? Nous avons Mehdi qui nous a dit leur montrer qu'on s'intéresse à eux, communiquer afin de les impliquer dans les choses qui pourraient les intéresser autres que le foot et le rap, même s'il y a d'autres choses qui les intéressent, ne globalisons pas. C'est réducteur, je trouve. Oui. C'est réducteur parce qu'on a quand même... Oui, mais c'est ce qui en ressort. Oui. C'est réducteur, mais c'est ce qui en ressort. C'est assez réducteur parce que, bon, pour défendre un petit peu la jeunesse lycéenne, on a quand même... des jeunes qui s'impliquent assez vachement dans Non, mais ça implique dans beaucoup de choses. Je pense qu'il parlait du niveau de démocratie, justement, et vie de la cité. Exactement. D'accord. Après, je lance des débats, j'adore. Mais c'est un vrai débat, c'est pour ça. On a aussi notre avis. On a de très bons rappeurs. Mais on laisse d'abord les auditeurs dire. Donc pour savoir qu'est-ce qui pourrait les intéresser, il faudrait dans un premier temps aller échanger avec eux et leur faire comprendre que l'avenir c'est eux. S'ils comprennent ça, beaucoup de choses couleront de source, pardon. Sous les sources. Merci Juline, je ne te reprendrai pas. C'est pas grave. Moi je relève tout. On ira faire une balade dans ma poche après. Ouais. Nous avons ensuite Thierry qui nous a dit redynamiser le conseil municipal de jeunes. Pour les impliquer, il faut les intéresser à la vie de leur quartier, qu'ils sachent que leurs opinions comptent et qu'ils peuvent aussi avoir un impact positif sur la ville, les responsabiliser. Tout à fait. Nous avons Vincent qui nous dit aller à leur rencontre et leur expliquer ce qu'est être citoyen et comment ils peuvent, par leurs actions, avoir un impact négatif ou positif sur la vie et l'ensemble des habitants des Ulysses et sur leur lieu d'habitation, bien sûr. Nous avons Gwendal ensuite, agrandir la tranche d'âge pour le conseil municipal des jeunes. Oui, mais Gwendal, parce qu'il faisait partie justement de ce conseil municipal des jeunes, et c'est vrai, c'est une vraie question à se poser. Sur un conseil des enfants, sur un conseil des jeunes, tout à fait. À partir de quel âge? Conseil des enfants? Il n'y en a pas sur la ville. Ah d'accord, ok. Ah non, ce sont des idées justement, comment impliquer, c'est dès le plus jeune âge, et je sais qu'il y a des villes qui font un conseil municipal des enfants, et c'est quelque chose qui est très intéressant. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous retrouverez de nouveau cette semaine 3 questions qui vous seront posées sur le Facebook de la web radio Vivre aux Ulysses. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt. Et on te souhaite également une très bonne soirée JB, merci encore. Et on va passer tout de suite au moment que vous attendez tous. Alors c'est un moment, une parole aux Ulyssiennes assez exceptionnelle. On reçoit 3 sportifs de talent. Bilal Mosni, Florian, directeur sportif et coach des seniors des Black Wolves, et le champion de Muay Thai, Oumar Batili. C'est tout de suite sur Vivre aux Ulysses. Vivre aux Ulysses, la radio des Ulysses. Alors, au téléphone, nous avons Bilal Mosni, c'est ça? C'est bien ça, non? C'est pas Bilal Mosni. Non. Pour dire, c'est Oumar. C'est Oumar. Oh là là, Oumar Batili, désolé. Oumar, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Bonsoir Oumar. Alors Oumar, on disait un petit... Ça va très bien, Très bien, merci. Depuis le déconfinement, de toute façon, tout va très bien. Honnêtement, tout va très bien, ça va de mieux en mieux, on peut ressortir. Donc ça va. On repère du poids. C'est vrai, on peut se remettre au sport. Et alors justement, on le disait, vous êtes champion de Muay Thai, et alors vous êtes un self-made man, au parcours incroyable. D'ailleurs, on va commencer par le commencement. Alors comment êtes-vous arrivé à la boxe thaï? Alors, c'est une histoire... Oh non, je suis là, je suis toujours là. D'accord. C'est une histoire assez simple. Je me baladais vers l'ancienne, comment on appelle ça, l'ancienne cité jeune au niveau des Amont. Et j'ai croisé un copain à moi qu'on appelle Mac 10. J'avais pas entraînement de foot le soir. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu veux venir t'entraîner avec moi?
Bon, moi, je lui dis, parfait, il n'y a pas de souci, je suis toujours prêt pour faire du sport. Mhm. Et du coup, je m'entraîne. L'entraînement, ça se passait avec Lot, Bobby, et il y avait Stéphane Lémy aussi. Et j'ai kiffé l'entraînement. Kiffé l'entraînement. Je suis reparti le lendemain, le jour d'après. Et depuis, j'ai jamais arrêté la boxe. Et alors depuis, justement, vous avez jamais arrêté la boxe, vous êtes monté assez haut. Et est-ce que vous pouvez justement décrire votre palmarès pour les Ulyssiens, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, mon palmarès, j'ai actuellement 49. J'ai 36 victoires, 11 défaites, 2 matchs nuls. Et dans mes 36 victoires, j'ai mis 7 KO. Ah, pas mal. Pas mal du tout, pas mal du tout. Alors, j'ai un problème à régler en ce moment. Est-ce que je peux t'appeler? Non, je suis pas pour la violence. C'est très bien. C'est quelqu'un de très calme. Alors justement, dans ton palmarès, justement, on le disait, tu as un self-made man au parcours assez incroyable. Je voulais que tu nous racontes justement l'anecdote. Comment tu as obtenu tes 2 titres, justement, obtenus en Thaïlande? Alors, c'était en mars 2018. Je suis parti en Thaïlande seulement pour un championnat du monde, amateur, puisque j'avais jamais boxé à l'international dans un premier temps. Donc là-bas, je fais 2 combats. Je fais un premier combat contre un Mexicain où je gagne au point. Et ensuite, j'enchaîne une finale contre un Jordanien que je mets KO au premier round. Ah ouais, oui. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Et par la suite, j'apprends que je fais les championnats du monde en semi-pro. Donc j'en parle avec mon entraîneur Stéphane Lémy, qui est totalement pour. Du coup, 2 jours après, je reboxe. Je commence en quart de finale contre un Portugais, je gagne au point. Ensuite, je boxe un Salvador en demi-finale, j'enchaîne au point aussi. Et en finale, je tombe contre un Thaïlandais chez lui, que je gagne KO au premier round aussi. Oh là là. Donc j'ai fait 5 combats en 8 jours et j'ai pris 2 titres de champion du monde. Donc voilà. Il a commencé la boxe thaï depuis peu de temps. Bravo. Il y va pour un seul championnat. Il a rien à faire. Il a survolé la première compétition. Qu'est-ce qu'il fait? Il va semi-pro. Il prend un 2e titre. Franchement, bravo. Alors la prochaine, essaye de t'impliquer un peu plus, d'avoir une. Imagine, là, t'étais pas c'est pas ton sport à la base, et on voit le parcours que t'as fait. Alors j'imagine simplement en mode motivation max, mais tu as tout gagné. Je le souhaite en tout cas. On te le souhaite. Ce que je fais. Merci. Je m'entraîne au quotidien pour ça à chaque fois, pour être le meilleur. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Ulysse Top Team maintenant, s'il vous plaît? Alors, Ulysse Top Team, c'est la section dans laquelle je suis. On enseigne 3 disciplines. Donc, le kickboxing, c'est ce qui allie les techniques de poing et de pied. Le K1 Rules, les techniques de poing, pied et de genou. Et la boxe thaï, ce que je pratique en combat. Poing, pied, genou, coude, projection et le corps à corps. D'accord. Nous, on a plusieurs sections. On a la section adulte à partir de 16 ans, donc hommes et femmes mélangés. Et ensuite, il y a la section enfant à partir de 6 ans. Donc, des fois, on peut faire des entraînements. On est autour de 50, 60. Ça a pris un très grand engouement depuis sa création. Et pour revenir aux Ulysses, justement, comment jugez-vous les installations sportives de la ville? On a des bonnes conditions, de très bonnes conditions. On arrive à avoir des créneaux. La mairie nous a aidé à avoir le créneau adéquat pour s'entraîner et chez les adultes et chez les enfants dans les 2 gymnases de la ville, le gymnase des Amont et le gymnase des Battes. Après, il y aura plus à demander. J'irai plus au niveau des infrastructures à l'extérieur, que le sport il soit plus mis en avant, que la mairie soit, comment je pourrais le dire ça, plus à l'écoute. Ouais, exactement, que la mairie soit à l'écoute des besoins des Ulyssiens au niveau des infrastructures extérieures. C'est quoi vos demandes exactement? Concrètement, c'est une salle plus grande, je sais pas. Comme vous avez dit que vous étiez 60 parfois par entraînement. Si je parle à l'intérieur, je dirais les tatamis, plus de créneaux. Et après, il y a que 2 gymnases, donc c'est un peu compliqué pour ça. Mais plus de créneaux et des créneaux adéquats aussi, si possible. Mais la mairie, nous, elle nous a déjà clairement aidé sur ça. Donc c'est que du plus, c'est que du bon. Super. D'accord. Et alors, justement, juste une petite question. Depuis, parce que vous avez fait boxeur amateur et boxeur semi-pro maintenant, est-ce que vous êtes passé en professionnel depuis? Oui, ça
ça fait 2 ans. J'ai commencé cette année, mais après, il y a eu le confinement, du coup, la saison s'est coupée. Elle s'est coupée, mais ça va, j'ai réussi à boxer quand même. Et c'est quoi votre bilan depuis l'aventure professionnelle? Bilan très positif. J'ai 16 combats. 16 combats en pro et 3 défaites. Ah ouais, pas mal. 3 défaites et j'ai été champion de France dans les 2 fédérations qui sont en France, de boxe thaï. Et médaillé de bronze au championnat d'Europe IFMA, c'est la Ligue des champions de la boxe. Ah bah, félicitations, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une petite remarque justement d'une personne en commentaire, c'est Thierry Perrault qui dit « Bravo Oumar, je te suis depuis pas mal de temps, tu es un beau sportif et humble, c'est fabuleux, tu sais faire de la violence, ce sport, un acte où tu fais comprendre que c'est un sport et pas de la violence gratuite. Ça se voit que derrière un ring, tu es humble, comme le petit Douglas qui est pareil. » Oui, Douglas qui est un autre boxeur justement, de la ville. Donc il y a d'autres commentaires pour Oumar? Non, c'est le seul que j'ai vu pour le moment. D'accord. Oumar, merci beaucoup à lui. Oui, merci beaucoup à toi, surtout de nous avoir partagé ton expérience incroyable et surtout ton parcours. Ton parcours assez exceptionnel parce qu'il faut dire que tu es arrivé là quand même par hasard et faire tout ce chemin, franchement, bravo. Bravo et on te souhaite vraiment tout le meilleur pour ta future carrière. Alors je crois qu'on a un autre commentaire, c'est bien ça pour Oumar? Merci beaucoup, ça me fait archi plaisir. Ah d'accord. Donc c'est Aziz qui salue. Oui, il salue les coachs. Il salue les coachs Lot, Bobby et Stéphane. Voilà, donc on les salue. Qui font beaucoup pour les combattants de la ville aussi. Faut les souligner. On espère les avoir un jour sur notre antenne. Merci beaucoup Oumar. Merci Oumar. Merci à vous. Bonne soirée. Le meilleur pour la suite. Est-ce que je peux revenir un petit peu en arrière rapidement? Oui, bien sûr. Au niveau des infrastructures et sur les conditions sur lesquelles vous m'avez posé la question. Du coup, tout à l'heure, je parlais des créneaux. Et ensuite, en plus des créneaux, ce qui serait pas mal, ce serait des salles plus grandes et aussi au niveau des subventions. Bien sûr. D'accord. Et les subventions, parce que vous avez des besoins justement en particulier? Du coup, on a eu besoin de sacs de frappe. On a eu des subventions par rapport à ça. Ou avec les cotisations des adhérents, on a réussi à acheter des sacs de frappe. Mais après, en demande, c'est que du plus. D'accord. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. C'est merci noté. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et encore bravo. Encore bravo. Bravo. Beaucoup. Alors, je regarde un petit peu les commentaires en attendant. Il y a beaucoup de bravo de toutes les personnes qui ont entendu et ils sont vraiment fiers en fait de Oumar. Ils sont tous que des bravos quoi. Ils sont des félicitations. Comment ne pas être fier justement d'un parcours tel, parce que c'est assez incroyable. C'est clair. D'autres commentaires, JB? Après, on a Thierry sinon qui est revenu un peu sur la chronique de JB et qui nous dit, je répète, mais Banlieusard de Kerry James, c'est fabuleux. Il rajoute en fait un oratoire fabuleux. C'est les joutes oratoires, oui, tout à fait. Après, on a Zabel qui nous précise bien le premier du Jumanji. On avait compris, c'était obligé. Forcément, le deuxième, même si on aime bien The Rock. Voilà, 2 châles, 2 ambiances, encore une fois. Il est fort, mais au niveau et Marie-Laure aussi qui nous dit que Star Wars est une tuerie et qu'elle est super fan. Donc tu vois, Charles, ton avis? Les anciens. Les anciens, non. Elle n'a pas précisé, c'est tout, elle parle aussi des nouveaux. Tout ta vie a le droit de s'exprimer, bien évidemment. Je suis pas. Je pense que c'est à voir avec un œil nouveau, en fait. Et c'est. Mon œil il est nouveau et c'est mauvais. On a Aziz qui revient quand même sur Oumar justement, qui nous dit qu'ancien footballeur au CEU et qui est un très bon défenseur. D'accord. Non, mais c'est une carrière sportive extraordinaire. C'est incroyable. Et d'ailleurs, on a aussi d'autres sportifs qui ont un parcours incroyable. Alors pour l'instant, on a aussi à l'antenne, on va avoir Florian. Alors Florian, il est directeur sportif et coach senior des Black Wolves. Alors c'est le club de hockey sur roller aux Ulysses. Florian, il est avec nous. Bonsoir Florian. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Comme pour Oumar, depuis le confinement, franchement, avec le beau temps, le soleil, on peut reprendre du sport, on est bien. On espère les reprises des... individuels. Oui, voilà, oui. Je fais un sport collectif comme vous, on espère tous reprendre le plus tôt possible. Mais on aimerait bien. Oui, il va falloir être un petit peu patient. Encore un petit peu de courage. Donc on a une question pour vous. Oui, je vous écoute. On va le faire. Alors, on a une première question. Alors, le hockey sur roller, justement, c'est un sport qui est assez peu connu en France. Parlez-nous-en en quelques mots. Alors, le hockey sur roller, certes, c'est peu connu, mais comme le hockey sur glace, donc le hockey sur roller, c'est un cousin du hockey sur glace.
Ça a émergé dans les années 90 avec le développement du roller en ligne, qui est venu remplacer qui est venu à côté des rollers en quad, là, vous savez, à 4 roues qu'on utilisait dans les années 80. D'accord. Et donc, c'est d'abord plutôt des joueurs de hockey sur glace qui avaient envie de continuer à profiter de ce sport l'été, qui sont adaptés sur le bitume. Donc, au début, c'était très amateur, du street hockey. Puis après, des clubs se sont créés, il y a eu des infrastructures adaptées, des fédérations. Et maintenant, on aimerait bien taper à la porte des Jeux Olympiques. On a candidaté, mais bon, on n'a pas été retenu la dernière fois. Et on a une vraie fédération, des championnats du monde, des championnats d'Europe, même des joueurs professionnels. Ah, pas mal. Alors justement, vous nous parliez du club, enfin de votre club, le club ulyssien. Racontez-nous un petit peu son histoire et les ambitions qui motivent ce club. Alors le club des Ulysses, il est né il y a un peu plus de 20 ans. C'est un club qui s'est construit autour d'un niveau loisir, puis d'une équipe senior qui jouait à un niveau régional, puis national 3, qui est l'équivalent d'une 4e division, ce qui est déjà assez relevé. Et ces 6 dernières années, sous la houlette d'Olivier Boyard, on a triplé les effectifs, on a beaucoup développé au niveau des jeunes. On a des jeunes là qui, s'il n'y avait pas eu le confinement, seraient allés jouer des quarts de finale du championnat de France. Ah oui. Et on va construire une équipe féminine qui va jouer au niveau national aussi. Super. Ouais, tout à fait. Ouais. On a presque 30% de femmes dans le club, 45-50% de jeunes. Et puis après, c'est des hommes seniors, etc. C'est mixte en jeunesse aussi, donc on a des filles qui jouent avec des garçons dans les catégories U11, U13, U15 et U17. Enfin, les jeunes. Une question qu'on peut se poser, est-ce facile de devenir un Black Wolf ? Écoutez, c'est assez facile, avec le sourire et de la bonne volonté. On vous accueille de bon cœur, on accueille les jeunes. À savoir que sur les petites catégories, on prête du matériel. Ce qui veut dire que les enfants viennent avec une paire de patins pour essayer. On leur prête un casque, des gants, une crosse pour qu'ils soient en sécurité, les jambières, enfin tout, pour qu'ils se lancent. Après, on les prend, on va dire, à partir de 6 ans quand ils savent patiner, 8 ans s'ils sont débutants. Et puis, on les accompagne. Alors, ils font peut-être pas forcément les matchs la première année, suivant le niveau de l'équipe qu'on a à cette époque-là ou au niveau de la saison. Mais voilà, tout le monde est le bienvenu. Même après, en loisir, c'est vraiment le cœur du club, c'était l'équipe loisir qui joue le samedi en fin d'après-midi. Où c'est bonne ambiance, c'est une fête de fin d'année, c'est des pizzas cup où les perdants payent la pizza, etc. Enfin voilà, c'est sympa. D'accord. Et comment notre ville peut accompagner le développement d'un club prenant de l'envergure comme celui des Black Wolf, qui à terme, de par ses ambitions, peut devenir une fierté ulyssienne ? Eh bien, écoutez, nous, la clé de voûte de notre développement et de nos ambitions, c'est le sol de Courdimanche. Oui. Aujourd'hui, au-delà de sa peinture tristounette et de son éclairage lugubre, le sol de Courdimanche est fatigué pour n'importe quel sport et est carrément difficile, voire inadapté pour le nôtre. C'est un sol qui est mou. Donc, tous nos adversaires de France et de Navarre détestent venir jouer chez nous. On s'est même demandé à un moment si on n'allait pas leur demander de l'argent à eux pour payer un nouveau sol. Ah oui. On a peut-être parmi les 3 ou 4 terrains les plus mal réputés de France. Ah, on est venu les voir. Hein. On a vu justement Yohan qui fait partie justement du hockey. On avait parlé, j'étais venu voir. Et c'est vrai que la forme du sol est assez impressionnante et on se rend bien compte que c'est pas du tout adapté à une pratique sportive. Ça ralentit beaucoup le jeu, ça ralentit le patinage, ça ralentit le palais. Ça nous a pas empêché quand on est arrivé en 8e de finale de Coupe de France, on a rencontré une des meilleures équipes du monde. On a vu que les champions du monde tchèques, qui sont professionnels et qui jouaient contre nous, eux allaient quand même assez vite. Mais on va dire que pour 90% des joueurs en France, c'est un terrain qui est très très compliqué. Et même pour eux, ils avaient mal aux jambes à la fin. C'est compliqué. Donc nous aujourd'hui, si on pouvait changer de revêtement, ça nous permettrait de développer encore plus au niveau des jeunes. Comme je vous ai dit, on accueille les jeunes, on les équipe, on prête du matériel pour les lancer. Ça nous permettrait de recruter pour constituer cette équipe féminine. Ça nous permettrait de recruter aussi pour consolider cette équipe senior qui a fait elle est déjà compétitive. S'il n'y avait pas eu le Covid, on allait aisément en quart de finale, voire peut-être en demi-finale du championnat de France, sans prétention, donc de notre division. Et après, ça nous permettrait aussi de développer, de garder nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a 2 jeunes filles qui ont été formées au club, qui ont passé 10 ans à patiner à tout apprendre avec nos entraîneurs, nos bénévoles, et qui, forcément, vu leur niveau, ont dû s'exiler, s'exporter. Et aujourd'hui, elles apparaissent sur les listes de l'équipe de France.
Ah bah ouais, on a deux jeunes filles qui ont été formées aux Ulysses, qui maintenant sont allées sur une équipe féminine qui est plus performante. Et nous n'avons pas encore monté, mais à l'avenir, on espère les garder, quoi. Ouais, ce serait bien mais même en général, ça en revient sur la première question. C'est bon, vous avez des résultats assez incroyables et c'est pas assez diffusé, je trouve. Enfin, c'est dommage que justement, on a quand même un club qui a une couverture incroyable internationale et qui est même pas diffusé. C'est comme beaucoup de sports mineurs, moins médiatisés, moins sponsorisés, qui sont malheureusement plus discrets, même s'ils sont, j'imagine, plutôt sympas, mais je suis pas objectif, plutôt sympa à regarder. Ah oui. et très sympa à pratiquer. Donc voilà, on a malheureusement, on a eu un peu d'écho là maintenant. Le Républicain nous suit un peu plus souvent. On a quelques colonnes, en particulier là quand on a rencontré cette équipe All-Star. Et puis voilà, après. C'est la 5e, j'espère que le sport en général sera mieux représenté, quoi. D'accord. Alors, on a plusieurs remarques en ce moment en commentaire. On a Johan qu'on connaît, qui dit Florian président. Merci, c'est gentil. Ensuite, on a aussi Thierry de nouveau qui dit qu'il vous a déjà vu démonter la structure un dimanche et qui vous dit bravo. Vous avez aussi... Et ça, c'est très compliqué. En fait, nous, notre terrain on est contraint d'avoir des balustrades tout autour pour être en sécurité, pour pas aller se fracasser la tête sur les cages de hand qui sont repliées, enfin, pour le rebond du palais, etc. Pour le jeu, c'est comme une patinoire, mais sur un sol qui n'est pas de la glace. Et oui, on est obligé de monter et démonter à chaque fois les balustrades, ce qui rajoute une petite contrainte au niveau du recrutement, parce que c'est pas très exaltant de venir le dimanche matin, 1h30 avant le match, pour tout monter, et puis encore après le match, après avoir bien transpiré, être obligé de tout démonter. Là-dessus, je remercie certains joueurs qui montent les balustrades pour les jeunes, et parfois même les parents des jeunes qui viennent le samedi matin et qui montent les balustrades pour les enfants pour qu'ils soient en sécurité. Et une balustrade, ça fait bien 15-20 kilos, quoi. Oui. Donc, faut avoir des bras, quoi. C'est pas donné à tout le monde. C'est un sport en plus pour les jeunes et pour les adhérents, quoi. C'est les parents, qui sont impliqués. On a une belle association, on a beaucoup de bénévoles qui sont bien impliqués. Et heureusement, ça nous permet de développer et de suivre les jeunes, quoi. Vous avez aussi Bernard derrière qui vous dit qu'il vous a vu au gymnase de Courdimanche et qui trouvait ça très impressionnant en tout cas. Merci pour nous, merci pour les joueurs. On a d'autres petits commentaires, on a Gérald qui dit favoriser toutes les disciplines martiales serait top car certaines sections peuvent être lésées. Le sandal, le jet kundo, je sais même pas comment on dit ça. Jet kundo. On a Gilbert qui remercie pour toutes les explications que vous avez données. Il explique qu'il comprend mieux justement les besoins des sportifs. Et Thierry qui dit qu'il vous a déjà parlé, puisqu'il avait déjà parlé du sol. Il demande si vous vous en souvenez. Apparemment, justement, vous en aviez récupéré un. Effectivement, l'équipe de hockey nous avait expliqué ça, que vous aviez en réalité un sol à votre disposition. C'est juste que vous n'avez pas pu l'installer. Alors, c'est une situation où, en fait, à force de réclamer un sol d'année en année depuis beaucoup d'années, on va dire, on a réussi par le biais de relations à récupérer un sol qui est actuellement entreposé dans un hangar, mais qu'on ne peut pas installer, que pour l'instant la mairie des Ulysses actuelle n'a pas voulu installer pour des questions qui peuvent se comprendre, d'assurance, de ceinture et bretelles, parce qu'on n'avait pas de fournisseurs et d'installateurs qui pouvaient le garantir. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des surfaces qui sont multisports, qui sont pas très onéreuses. C'est une surface qui a été utilisée aux Jeux Euro-Olympiques en Azerbaïdjan pour du basket. Oui. Donc c'est assez polyvalent. C'est pas très onéreux. Mais c'est pas comme d'autres surfaces où il y a des garanties annoncées sur 30 ou 50 ans, quoi. Donc ça là, a aussi on part été sur utilisé pour le championnat d'Europe de handball, le dernier l'année dernière. C'est possible, tout à fait. Là, nous, on sait d'expérience des terrains qu'on voit et que moi je vois qui ont été posés depuis des années, que même avec un usage intensif et multisport, on a 15-20 ans tranquille devant nous avec un tel terrain, quoi. Et que ça coûte, on va dire, 5 à 6 fois moins cher que de refaire un sol comme celui qui est actuellement à Courdimanche. Ah, c'est sûr. Si vraiment il est dans l'état dans lequel vous décrivez, on espère vraiment qu'il y aura... On a des problèmes de marquage, des problèmes de fissures, les poteaux de volet qui doivent bien avoir des trous pour avoir leurs emplacements, les couvercles se décollent. Vous imaginez si vous avez un roller et qu'il y a ce revêtement qui est relevé et que vous avez un gamin qui se prend le pied dedans. Donc ça, on les a rescotchés, c'est propre, c'est sécurisé, heureusement. Oui. Mais si on avait rien fait de nous-mêmes, on serait encore moins bien lotis.
Parce que justement, j'imagine, c'est un sport qui est quand même, enfin, qui doit être quand même assez physique, parce que j'ai l'image un petit peu du hockey sur glace qui me vient, et j'imagine avec les impacts physiques plus le terrain qui est un petit peu grandiloquent, enfin, ça doit être assez dangereux quand même pour, enfin, le terrain, bien sûr. Hein, le terrain Dangereux, non. Alors, nous, au hockey sur roller, on n'a pas de chocs frontaux et autorisés comme au hockey sur glace. Pour vous faire un comparatif, le hockey sur glace serait le rugby. Le contact, le choc physique est autorisé et fait partie du jeu. Nous, on serait plutôt comme le handball. Il y a une opposition physique et après, il y a des limites dans cette opposition physique. On ne peut pas aller mettre un coup d'épaule comme au hockey sur glace, parce que si l'adversaire tombe sur le bitume, le béton, il va se faire un peu plus mal qu'en glissant sur la glace. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, après, oui, c'est un sport qui est assez physique, qui demande en fait, ce qui est intéressant, une double dextérité, c'est que vous n'êtes pas sur vos propres appuis, donc il faut déjà maîtriser le roller, il faut maîtriser le patinage, et en plus, vous tenez pas le ballon dans vos mains, vous avez la crosse. D'accord. De façon déportée, vous avez deux outils principaux, la crosse et les patins, qui sont déportés par rapport au sens du jeu. Ah oui, c'est bien équipé. Et c'est très sympa, hein, c'est très sympa. Allez, en 6 mois d'effort, vous acquérez un niveau, même dès le début, si vous avez de la bonne volonté, vous acquérez un niveau qui vous fait plaisir. Et puis, pour ce qui est loisir, on a des gens qui sont tout à fait accueillants et avec qui on peut progresser, quoi. Ah, c'est un club convivial et chaleureux, en tout cas, comme vous, Florian. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir partagé l'expérience du hockey sur roller, une discipline peu connue. Donc voilà, si les auditeurs, voilà, vous cherchez à connaître, est-ce qu'il y a un Facebook sur lesquels... Oui, il y a un Facebook des Black Wolves, ouais. D'accord, ok. Les Black Wolves, les Ulysses, c'est ça? Exactement. Ok, pas de souci, d'accord. Rendez visite sur le site des Black Wolves des Ulites et soutenez-les, car ils ont besoin visiblement d'un meilleur terrain. Florian, merci bonne beaucoup, soirée. Florian. Merci à vous. À la prochaine. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, après, je pense la bonne idée en plus, ce serait qu'on va partager donc le Facebook sur le Facebook de Vivre aux Ulysses, comme ça vous pourrez retrouver pour des informations. Ça peut être vraiment pas mal. Ça peut vraiment pas mal si on peut aussi les aider justement à résoudre le problème de terrain, parce que c'est problématique parce que c'est comme il nous disait, c'est un sport qui commence à pas mal se développer, quoi, et c'est triste de voir qu'aux Ulysses on est une belle équipe mais qu'ils aient pas les moyens en fait de faire correctement leurs entraînements et d'avoir les équipements pour, quoi. Et surtout qu'on est la risée visiblement de la France du hockey sur roller. C'est un petit peu dommage, surtout quand on voit que des jeunes s'exportent bien et que même des féminines arrivent à atteindre le niveau équipe de France. C'est ça. De toute façon, c'est un sujet qui revient assez souvent aux Ulysses. C'est forcément la fuite des talents, essayer de les retenir pour faire grandir les institutions de la ville. Mais bon, ça c'est un long débat, on essaiera de revenir une prochaine fois dans une autre émission. Donc maintenant, on va passer au troisième et dernier invité de Parole aux Ulyssiens. C'est le talentueux footballeur Bilal Mosni, que Ager connaît très bien. Donc Bilal est footballeur professionnel et international tunisien qui vient des Ulysses. Bilal, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bilal. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ma grande sœur. Oui, Ager est la grande sœur de Bilal. Oui, on peut rien vous cacher. Donc voilà. C'est ça. On a le même nom de famille, donc voilà. Oui, voilà, oui. Vous ressemblez un petit peu, en plus, c'est sympa. Donc... juste un tout petit peu. Oh, oui. Les cheveux longs, la même tête. Ouais, c'est... Donc déjà merci de nous répondre, hein, déjà. Merci de nous répondre, merci d'être présent sur l'invitation. Ah bah c'est normal. Et alors justement la première question va porter sur votre carrière. Alors je le rappelle parce qu'elle est assez incroyable aussi, hein. C'est un petit peu comme Oumar, vous êtes fait un petit peu tout seul. Vous avez commencé aux Ulysses, après vous êtes parti en Angleterre, si je me trompe bien, au club de Southend United. C'est ça. Donc après vous avez fait le bond sur les Glasgow Rangers après. C'est ça, exactement. Voilà, un petit prêt à West Ham. C'est ça, à Ipswich. Je suis bien. T'es bien informé. Je vois ça. Je l'ai pas soufflé. Oui, non, c'est vrai. Un petit prêt à West Ham, retour à Southend et retour en France après. C'est bien ça? À Angers et à Paris FC. C'est ça, Angers au Paris FC, après la Tunisie, après la Grèce. J'ai fait un sans faute. Voilà. Donc justement, alors la question c'est justement comment ça fait quoi de passer d'un parcours amateur aux Ulysses, qui est quand même un club de division régionale, à justement la première ligue justement écossaise, la ligue professionnelle, jusqu'à l'équipe nationale tunisienne aussi. Qu'est-ce que ça fait? Franchement, honnêtement, un grand bonheur, une grande fierté, parce que voilà, depuis tout petit, je voulais être footballeur professionnel, alors que j'étais un peu mal parti si on suit le cursus d'un footballeur professionnel qui passe par une académie, ou un centre de formation, ou un sport-études.
alors que moi, j'ai joué presque toute ma jeunesse aux Ulysses, dans les divisions district et ligue. Puis après, j'ai eu de la chance d'avoir des bons entraîneurs comme Aziz Benadjan qui m'ont suivi, comme Eric Garcia, comme Jérôme Garcia, son frère, j'ai les deux frères, Olivier, des jeunes, qui étaient des jeunes joueurs de Ulysses, et après qui sont passés entraîneurs et qui nous ont permis donc d'apprendre des bonnes bases de football, qui m'ont après permis d'atteindre ce niveau professionnel. Et j'étais très content quand j'ai signé mon premier contrat. J'ai signé à l'âge de 21 ans. Une fierté. Je pense que ma famille derrière, ils étaient contents parce que j'ai dû un peu les saouler parce que j'avais un rêve qui était de devenir footballeur professionnel. On va demander à Gère après. Voilà, j'ai eu le soutien de ma famille. C'était un peu difficile parce que à mon jeune âge, je travaillais pas et je devais aller faire des essais à droite à gauche pour essayer de percer, de pouvoir atteindre ce centre de formation ou au moins un club de CFA national. Et c'est ma sœur, mon petit frère qui m'ont aidé à cet âge-là pour les frais qu'ils étaient tout simplement de prendre un billet de train, une chambre d'hôtel, parce que la plupart des clubs ne payaient pas ce confort-là pour pouvoir être prêt dans cet essai. Donc je remercie ma sœur là en live et mon petit frère qui était là. Donc ils m'ont beaucoup aidé à arriver à mon but. C'était pas facile, je vous cache pas, pas de vacances, entraînement pendant les vacances. Ma sœur et mon frère peuvent l'attester parce que on partait en vacances et moi je me levais le matin ou l'après-midi ou le soir et j'allais faire 1 heure de sport, 1 heure de muscu. Donc beaucoup de sacrifices, pas les mêmes vacances que toute la famille. Donc je suis presque plus parti en vacances avec mes parents. Et c'est vrai que c'était un peu difficile, donc je voyais plus trop la famille, mes cousins, Donc un peu de sacrifice, mais vraiment un grand bonheur parce que j'arrivais à mon but où là, je pense que plusieurs personnes, ça commence déjà à l'école, on vous explique comme quoi footballeur à mon époque, c'est pas un métier, donc faut trouver quelque chose d'autre. Puis après, quand on arrive à un certain âge, dès qu'on dépasse, on va dire 15-16 ans, on vous dit c'est trop tard, ça y est, les jeunes là, ils sont déjà professionnels et ils sont déjà en train de côtoyer la deuxième équipe, donc la réserve d'une équipe pro, du PSG, de Rennes, de Toulouse, des grands clubs français. Et moi, j'ai pas lâché grâce à ma famille, grâce au soutien. Et je pense que une grande fierté. Je garderai ces mots-là, c'est vraiment une grande fierté. Et justement, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui espèrent en faire leur métier comme vous? D'une, s'accrocher à son rêve. Donc celui-là, si c'est un footballeur, footballeur, le rêve d'être footballeur. Parce que je suis l'exemple type d'une personne qui a eu beaucoup de bâtons dans les roues, qui soit à l'école ou qui soit dans des clubs. Et à la fin, j'ai quand même réussi à arriver au Graal, donc en équipe nationale. J'ai été dans les meilleurs 23 de mon pays. J'ai pu qualifier mon pays en Coupe du Monde, à la CAN. Je suis arrivé en Écosse dans le Graal, à West Ham. En Angleterre, j'ai fait une très belle carrière. Donc franchement, s'accrocher vraiment à son rêve, de souffrir, de s'habituer à souffrir, parce que il y a un ascenseur émotionnel qui est très difficile, parce que dans le milieu du foot, la moindre erreur, elle est impardonnable. Donc il suffit de faire une erreur, je vous donne une erreur dans le sportif, ou une erreur un retard, ou quelque chose, elle peut se retourner contre vous. Donc apprendre à surmonter l'échec, et à travailler très dur, très dur, à avoir une bonne hygiène de vie des jeunes, s'autoriser quelques excès, mais avoir une très bonne hygiène de vie pour pouvoir au moins, même si on n'a pas les mêmes entraînements, alors qu'un jeune des Ulysses, qui n'a pas les mêmes entraînements qu'un jeune qui est dans un centre de formation, mais s'il a une hygiène de vie, au moins le jour où il arrivera à ce stade-là, peut-être d'un centre de formation, d'un sport-études, il sera pas trop loin, parce que grâce à son hygiène de vie et à son travail qui a été difficile, seul peut-être, il pourra peut-être les rattraper. Et voilà, ce serait ça mes conseils. Donc s'accrocher vraiment à son rêve, travailler très dur et surtout ne pas lâcher son rêve, à moins que vraiment on arrive à 50 ans et là, professionnel. Merci pour ces beaux conseils. Et autre question, selon vous, comment justement la municipalité doit ou peut accompagner la jeunesse ulyssienne? Déjà, je tiens à féliciter parce qu'il y a eu beaucoup de terrains qui ont commencé. Donc, on va dire déjà au stade des Ulysses qu'ils ont rajouté 2 synthétiques qui permet aux jeunes de pouvoir jouer
même en dehors des sessions football. Le stade que Thierry Henry a construit, le terrain synthétique, qui aide aussi aux jeunes de faire des petits tournois, voilà, pendant l'été. Et là, je dirais, c'est vrai qu'on a quelque chose peut-être qu'on pourrait rajouter, c'est le soir. Il y a beaucoup de, la plupart de ces stades-là ont pas de lumière le soir, sauf si c'est le club qui réquisitionne ce stade-là et qui demande à la lumière. Donc c'est vrai que c'est triste, même si je sais que le stade de Thierry Henry, il est en plein milieu d'un lotissement de bâtiments. Donc c'est vrai que s'il y a de la lumière et les gens veulent dormir, c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais je dirais quand même en fait d'avoir un terrain accessible pour les jeunes la nuit, mais pas trop tard pour que les gens puissent aller dormir et puissent aller faire leur journée du lendemain. Mais quand même, je trouve que aujourd'hui, à part si on veut jouer dans un cadre sportif où il faut payer, et tout le monde n'a pas les moyens d'aller payer 10 euros, voire 12 euros, voire 14 euros l'heure pour aller faire un match de foot le soir. C'est vrai. Et les licences sont de plus en plus chères aussi. Exactement, bien sûr. En plus, il faut réserver à l'avance, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés du foot et il y a très peu de demandes. Donc, ça fait que si on augmentait, on va dire, soit les gymnases, on permettrait à les jeunes de jouer beaucoup plus tard dans un gymnase et surtout de laisser les lumières un peu plus longtemps. Là, c'est l'été, on arrive presque jusqu'à l'été. Donc là, voilà, le soleil se couche à 22h, c'est top. Donc, on a le temps de jouer jusqu'à 22h. Mais c'est vrai que pendant l'hiver, voilà, quand on sait que l'hiver, il arrive à 5h, après, à partir de là, on peut plus jouer au foot. Donc, c'est vrai que c'est dommage, alors qu'on pourrait, en fait, juste avoir les lumières pendant peut-être 2-3 heures, histoire de continuer à s'amuser. Et en plus, ça éviterait que les jeunes restent dehors. Si on leur propose un synthé, on pourrait organiser, les jeunes du quartier, de la ville des Ulysses, des petits tournois de foot juste après le travail. Et je pense que ça serait vraiment intéressant pour la ville d'avoir cela. Après, dans les commentaires, on a aussi Thierry, donc, qui est un de vos plus grands fans, qui est en train de nous faire en fait tout le récit de votre carrière et surtout qui nous rappelle que vous avez marqué plus de buts en club que Lilian Thuram. Donc bravo. C'est bien vrai. Merci beaucoup. C'est ça en fait. C'est que j'ai eu de la chance. Quand j'étais jeune, je jouais pas défenseur. Même maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand je suis avec mes amis, je ne joue pas défenseur. Je sais que c'est mon poste. Je sais que je suis bon à ce poste-là et moins bon à d'autres postes. Quand je viens et que je joue avec mes amis, je joue attaquant. Donc, j'ai un peu cette particularité que devant le but, je vais pas trembler comme peut-être soit un attaquant qui est pas très bon, on va dire, ou qui a pas l'habitude, ou un autre défenseur qui sera à ma place. Donc, j'ai un peu cette chance grâce à, là, c'est plus la formation, on va dire, quartier, les Ulysses, qui fait que, je peux marquer des buts alors que je suis défenseur. Ah, petite anecdote d'ailleurs, parce que bon, je suis comme de nombreux fans de foot, je joue à Football Manager, et je me rappelle très bien que dans Football Manager, quand vous prenez, on avait la case soit défenseur, soit attaquant. Et c'était un truc quand même qui était assez impressionnant, c'était en Football Manager 2012, je me rappelle très bien. C'était assez incroyable, d'ailleurs sur corner, il marquait souvent, c'est vrai. Je me rappelle très bien. Vous savez, ça c'est une belle anecdote sur Football Manager. Maintenant, quand j'étais à West Ham, un jour, écoutez, je suis sur le banc, j'avais joué la veille avec la réserve. Ça s'est presque jamais fait dans l'histoire du football. J'ai jamais entendu un joueur dire comme qu'il a joué 90 minutes et le lendemain, il jouait. La plupart du temps, on récupère au moins 24 heures pour rejouer un match, voire 48 heures. C'est vrai. Je suis sur le banc, le coach m'appelle de la première, il me dit, tu vas jouer en équipe 1 le lendemain. Rendez-vous. On venait de revenir du déplacement, je devais dormir vite pour pouvoir aller au match. J'arrive au match, il me met sur le banc, grâce à Dieu, parce que j'étais vraiment fatigué, je vous cache pas, donc je pouvais pas jouer tout le match. C'est normal. Voilà. Et là, un peu dans le gaz, on va dire, et là, il va me faire rentrer. Et là, je vous garantis, j'entends plus ses consignes. Excité tel un enfant, j'entends plus ses consignes qu'il me dit. Et moi, je me dis tout de suite qu'il va me faire rentrer défenseur central. Et là, donc je rentre. Je vous garantis, je me suis placé à côté du défenseur central. Ah ouais. Et là, j'entends, il est en train de me crier dessus. Le capitaine, il vient me voir, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il m'a dit de rentrer défense centrale. Mais non, tu le rentres attaquant. Et en fait, après, je me suis trouvé attaquant. Et là, j'ai dit, c'est vraiment exceptionnel d'être en première ligue avec des joueurs de classe mondiale, des internationaux anglais. C'était contre qui d'ailleurs? Irlandais. Et je me retrouve à jouer mon poste de prédilection qui est défenseur central, jouer attaquant avec des carton call, voilà, des vastés, et c'était top. Et ça, c'est vraiment une anecdote. Pas que sur Football Manager, je l'ai vraiment vécu et ça m'a fait rigoler. Mon frère qui était là, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as commencé derrière et après t'es parti devant? J'ai dit, j'ai même pas entendu le coach qui m'a dit. Je suis juste rentré sur le terrain, j'étais tellement content et je me suis mis à ma place habituelle. Et en fait, il m'avait dit, non, reste devant, voilà. Et donc, voilà.
On a d'autres commentaires aussi. On a Isabelle qui dit bravo pour votre volonté et bravo à votre famille qui vous a soutenu et accompagné. Bon, on a Mehdi qui dit qu'il faut signer à Paris. Il est trop bon pour Paris. On a Gilbert. On a Gilbert qui nous dit que c'est un très bel exemple pour les jeunes, une vraie leçon. Aziz qui nous dit que c'est un très bon message. Merci Bilal, rêver c'est important. Sans rêve, on n'arrive à rien. Super. Voilà. C'est surtout un très bon message. Contact avec les Ulyssiens, c'était une famille en fait. C'est vrai que voilà, ce qui est top, c'est que comme j'ai grandi ici, j'ai vécu ici et toujours quand je reviens en vacances, ma famille habite ici, Agère elle habite ici, donc voilà. C'est vrai que voilà, on est attaché à cette ville-là et déjà je vous tiens à vous féliciter parce que la radio, c'est vraiment une idée et une initiation qui est franchement fantastique. Bravo à vous d'avoir eu cette idée, elle est top. J'espère que franchement, elle va grandir et peut-être avoir vraiment un studio ou un coin. Ce serait l'idéal. C'est notre objectif. C'est dans les tuyaux. Franchement, je trouve que c'est une super idée. J'en avais parlé avec ma sœur quand on était chez nous et j'ai dit c'est vraiment une super idée. Vous avez une top idée, donc bravo à vous. Merci. Et, j'espère que vous pourrez avancer les Ulysses avec tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et voilà, on est une ville où, contrairement à d'autres villes, et j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance-là, on est très très proches les uns des autres, on est très solidaires les uns des autres. On n'a pas de problème de quartier, on n'a pas de problème tout ça, alors qu'on va dans des villes qui vont juste à côté, où les deux quartiers s'aiment pas du tout. Non, nous, toutes les générations s'apprécient, il y a un respect. Et c'est vrai, voilà, si je pense que les élus et les futurs élus comprennent ça, comme quoi, on peut tous s'entraider et on peut être une ville magnifique. Je pense qu'après, on peut faire de grandes choses dans cette ville-là. Et voilà. Donc ça commence par le top. Et après, ça finira par même la personne qui n'a rien du tout, mais qui va contribuer à une petite aide. Et bravo à vous. Franchement, c'est un très beau message. Bravo à vous surtout. On a le mot de la fin surtout. Oui, je voulais vraiment te remercier aussi Bilal pour ton intervention et tu es hyper modeste parce que au-delà de la chance quand même, tu as énormément de talent. Et je trouve que ça c'est hyper important. T'es quelqu'un d'humble, t'es hyper gentil et peut-être que j'ai pas souvent l'occasion de te le dire et peut-être aujourd'hui c'est un message important. Voilà, t'es une très très bonne personne et c'est pour ça on t'aime aussi parce que tu aimes ta ville et que chaque fois que t'as l'occasion de revenir, surtout quand t'es monté très très haut, t'as jamais oublié personne, t'as toujours pris le temps de t'arrêter, de parler pendant des heures, même quand j'étais avec toi à Carrefour, qu'on devait attendre, j'ai eu le temps de faire toutes mes courses et tu n'étais toujours pas, t'as toujours le mot pour chaque personne. Voilà, merci aussi pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu nous as donné, pour ces super bonnes vacances partout où tu étais, on est venu squatter. Partout dans le monde. Tous mes voyages en fait sont grâce à lui parce que je paye pas de logement. Il faut bien le savoir. Donc merci pour tout. Ouais, une vraie squatteuse quoi. Le soutien. Ma sœur elle est venue avec ses enfants, ça me faisait super plaisir. Vous savez pas quand on vit dans un monde de foot, c'est très spécial. Voilà, on n'a pas beaucoup d'amis. Et de toute façon, les amis, je pense qu'on les fait pendant l'enfance. Et après, on fait des connaissances et voilà. Et c'est un monde très spécial, donc très vicieux. Donc c'est vrai qu'on ne veut pas trop se livrer aux joueurs, aux entraîneurs. Donc c'est vrai que quand la famille vient, c'est vraiment top. Agir, je te donnerai les 10 € pour tous les compliments que tu m'as donnés, t'inquiète. Mais c'est très vrai ce que dit Agir parce qu'on vous a vu notamment sur les photos, on sait que Youssef Nazario, son association, font justement des courses pour les habitants qui sont dans le besoin et moi je vous ai vu sur les photos. Donc c'est vrai, comme le dit Agir, vous êtes revenu et vous avez aidé, vous étiez là avec les jeunes justement de la ville pour soutenir ceux qui en avaient le plus besoin et c'est vrai que c'est très beau et c'est un très beau message que vous portez. Merci. Vous savez, je pense que pendant le Covid-19, on a tous oublié, voilà, c'est vrai qu'on vit tous bien. On remercie, les aides qu'on a, tout ça, mais il y en a qui n'ont rien du tout. Et c'est vrai qu'on, peut-être des fois, on oublie comme quoi nous, on dort, on mange bien, on boit bien, et surtout, on dort bien au chaud, ou sinon sous une belle couverture. Et là, durant le Covid-19, ce qui était bien, c'est quand Youssef Nazario et son association, et plusieurs associations qui se sont liées à lui, m'ont proposé de venir l'aider. C'était avec grand plaisir parce que on connaît les gens à peu près des Ulysses qui n'ont rien du tout et qui ont besoin d'aide. Même si moi je vis pas toute l'année, voilà, il suffit juste de tendre l'oreille et on sait à peu près qui n'a pas, qui a besoin d'aide, où est-ce qu'il y a un quartier qui a plus besoin d'aide d'autres. Et je trouve que voilà, c'était vraiment quelque chose de très 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 humain. Un peu de fatigue parce que c'est vrai que dans le foyer de à Doma, l'ascenseur elle était souvent en panne. Donc aller faire 9 étages, voilà. Et vous on êtes rigolait sportif. bien pour voir les. Ah c'est ça. Mais bon,
Voilà, c'est ça. 9 étages, après 8 étages, après 6 et 7 étages. C'était un bel entraînement. Franchement, c'était un bel entraînement. On a même vu pas mal de jeunes lycéens les monter, hein. Oui. Avec volonté en plus. C'est ça. Avec volonté. Je dis à Youssef, la prochaine fois, je ramène tous les joueurs. Voilà. Et après, le coach, je lui dis, prépare sa physique. C'est bon, là, on a des escaliers à faire, là. En même temps, ouais. les sacs. Super entraînement. Bonne initiative. Coco te fait un petit bisou, enfin un gros bisou même, de loin. Alors, un gros bisou à Coco, c'est gentil. Merci beaucoup, Bilal, en tout cas. Beaucoup. Merci à vous. Merci. Je tiens à dire que t'es en train de faire pleurer ta sœur. Hein. Oui, elle est très émue depuis tout à l'heure. C'est les coulisses de l'émission. Ça devrait rester entre nous, ça. Non, je pense qu'elle pleure parce qu'elle disait qu'elle allait avoir 20 €. Je pense qu'elle... Voilà, non, franchement, on parle d'une femme comme qui met des parfums à 250 € avec des paillettes d'or dedans. Moi, je veux pas croire qu'elle pleure pour 20 €. Moi, je suis toujours là pour te défendre. Oui, merci, Charles. 20 €, c'est vraiment rien en vrai. Bon, elle en veut pas, moi je veux bien les prendre. On n'est pas là pour ça, JB. Plus tard, un jour peut-être, si ça grandit assez vite. En tout cas, merci beaucoup Bilal, merci beaucoup pour le message transmis. Merci beaucoup et merci beaucoup aussi d'avoir dit que l'hygiène de vie est très importante dans la carrière du sportif. Faut le répéter encore une fois, c'est très important. Dormir, manger sain et compagnie, entraînez-vous, voilà. Restez sérieux et restez surtout très respectueux. Merci Bilal. On vous souhaite le meilleur et on espère vous recevoir la prochaine fois dans de meilleurs locaux, dans nos studios et voilà. En direct. Vous serez peut-être le premier invité, on sait pas, on espère. Bonne soirée en tout cas. Donc voilà, malheureusement c'est déjà la fin d'émission. C'est passé très vite encore une fois. Merci beaucoup, merci Ager, merci JB, merci Juline. C'était vraiment très intéressant comme émission. Et le sondage, j'allais partir encore sans vous donner le sondage. Alors, le sondage, c'est très simple. Alors, c'était quoi la question? Maintenant, voilà, ça prouve que je suis très professionnel d'eux. Remettre en place la soirée des trophées du sport, y êtes-vous favorable? Oui, les trophées du sport, justement, c'était un événement aussi de la fête du sport. Alors, pour ce sondage, vous êtes 16% à répondre non, 84% oui. Donc voilà, vous êtes très favorable justement. Tu l'as déjà obtenu, il me semble, Charles, non? Oui, je l'ai obtenu 3 fois, mais bon, c'est un vieux palmarès. En tout cas, voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Continuez à nous liker, à nous partager, à nous diffuser. On est avec vous ensemble, c'est sur Vivre aux Ulysses. Bonne semaine à vous, à dimanche prochain. Bonne soirée. Allez, à bientôt. Bonne soirée.